Au sommaire, dont refait le Mac, duel au sommet entre les meilleurs smartphones du moment. Le tout nouvel iPhone 17 Pro affronte le Pixel 10 Pro de Google. Qui l'emporte sur la photo, l'IA, la puissance ou l'autonomie? Design, vidéo, écran, iOS versus Android. Lequel est le roi des smartphones premium? Débat. Bonjour à toutes et à tous, vous regardez, on refait le Mac, alias ORLM. Très heureux de vous retrouver pour notre débat tech hebdomadaire. Avec comme invité en plateau cette semaine, il nous fallait un spécialiste, entre autres, du monde Android. Il est multicarte. Anne Fan, fondateur du Journal du Geek. Salut Anne. Comment ça va? Ça va bien. On te retrouve également dans la Team Game One tous les jours. Tous les mercredis. Tous les mercredis. Ouais. Et puis on a une grande pensée pour toutes les équipes de Game One. J'ai eu la chance de participer à côté de Julien à plus d'une émission et on pense très fort à vous parce qu'on trouve vraiment injuste que cette émission s'arrête, que cette chaîne s'arrête. Malheureusement. Qui est vraiment une chaîne formidable sur les jeux vidéo, donc profitez-en pendant qu'il est encore temps. En plateau, en duplex, cette semaine, notre Géo trouve tout des puces. Apple notamment, Fred Crassa en duplex de Bordeaux. Salut Fred. Bonjour Olivier, bonjour Anne, contente de revenir avec plein de hardware. Oui, et puis il y a plein d'annonces, on va en parler parce qu'Apple a fait plein d'annonces. Cette semaine, on va en parler dans un instant dans le busomètre. Un salut particulier aux membres du Club ORLM, c'est la version premium de notre chaîne YouTube. En vous abonnant, vous soutenez ORLM, c'est important, et ses équipes. Et en contrepartie, eh bien, l'émission est accessible rien que pour vous, 24 heures en avance, en direct. Vous êtes invité ici à venir assister à l'émission Village by CA à Paris, dans le petit salon juste derrière, et assister aux coulisses. Toutes les infos sur notre chaîne YouTube ou en scannant le QR code que vous avez vu passer à l'écran. Un mot au sujet de notre sponsor. Il s'agit cette semaine d'Asus qui propose une super gamme de routeurs Wi-Fi. Ils sont ici en plateau. Avantage de la gamme Zen Wi-Fi d'Asus, les performances exceptionnelles bien sûr du Wi-Fi 7 en proposant un débit jusqu'à 25 000 mégabits par seconde pour les versions quadriband. Une fonction sympa, c'est que vous avez la possibilité également de connecter un smartphone sur la prise USB pour disposer et partager une ligne 5G de secours en cas de coupure de la fibre Internet. Un antivirus est également inclus et un contrôle parental gratuit à vie. Et exclusif à Asus, et ça c'est vraiment pratique, une couverture mesh qui autorise de coupler n'importe quel modèle de la gamme Zen Wi-Fi en fonction de vos besoins. Vous n'êtes pas obligé de prendre les routeurs de la même série et de pouvoir ainsi élargir à loisir la couverture Wi-Fi à la maison. Pour ce faire, Asus propose un large éventail de routeurs en fonction de la taille de votre domicile. On commence par l'entrée de gamme, l'Asus Zen Wi-Fi équipé BD4 équipé d'un routeur. Vous avez également l'Asus Zen Wi-Fi BQ16 Wi-Fi 7, c'est celui qui est en plateau, assurant une couverture de 35 mètres carrés jusqu'au pack Zen Wi-Fi BQ16, assurant une super couverture jusqu'à 743 mètres carrés, sans oublier une version extérieure, le Zen Wi-Fi BD4 Outdoor si vous avez un jardin, dont l'alimentation électrique se fait via un simple câble Ethernet via un switch compatible PO. Sachez qu'à l'occasion de cette émission et pendant cette période, vous pouvez gagner un routeur Zen Wi-Fi ou encore un ZenBook 14 OLED en participant au grand concours mondial et gratuit organisé par Asus. Pour participer, c'est très simple et vous inscrire, il suffit de cliquer dans le lien dans la description de la vidéo ou dans les commentaires. Vous pouvez également flasher ce QR code. Merci à Asus de soutenir ORLM. Un petit sondage cette semaine, on vous a posé une question très simple. Seriez-vous prêt à abandonner l'iPhone pour un Pixel 10 sous Android? Et je te laisse, mon cher Anne, le soin de donner la réponse et elle s'affiche à l'écran. Bien sûr, et elle va arriver. Alors non, on reste accro à iOS et donc c'est quand même 65,1%. On a oui parce qu'il y a l'IA de Google, 12%. Oui pour le design, 1,2% seulement. Et enfin, non pour la confidentialité data qui fait peur, donc 21,7%. Donc il n'y a pas En tout cas, on a un public très, très ciblé, très fanboy, très addict à Apple. Donc c'est un peu normal qu'ils ne veulent pas forcément migrer du jour au lendemain sur Android. Mais ça montre que, étonnamment, je suis surpris que les gens ne salivent pas pour les fonctions dont tu vas nous parler tout à l'heure, d'IA qui sont très évoluées chez Google par rapport à ce qui existe chez Apple aujourd'hui. Tout simplement parce que ça reste une grosse nouveauté quelque part et je pense que les gens ne sont pas encore habitués à l'IA. C'est vrai que depuis quelques années on parle d'IA dans tous les sens, de ce que ça peut faire, mais d'un autre côté, le grand public a une certaine crainte de ces nouvelles fonctions IA et surtout ne les a pas intégrées dans leur quotidien. Donc nous, on est un peu dans ce domaine-là, donc forcément on l'utilise un peu plus, mais je pense que le grand public... Les adopteurs. Voilà, le grand public a encore besoin de temps avant vraiment de s'y habituer et c'est peut-être pour ça qu'ils ne voient pas encore l'intérêt
de l'IA de Google, par exemple, par rapport à l'IA d'Apple. Donc Apple a du retard, certain, mais il y a encore du temps pour le combler, mais il faut vraiment le combler parce qu'à terme, ça devient vraiment un élément prépondérant, on est bien d'accord. Ah bah, de toute façon, dès lors que tu commences à prendre du retard, plus tu accumules du retard, et à un moment donné, ce sera plus possible et on va passer par la case rachat ou quelque chose comme ça. Ouais. La force d'Apple aussi, Fred, on le voit dans le sondage, c'est son écosystème iOS qui fait que on est comme dans une prison dorée, on dira. Oui, on est dans une prison dorée. Alors après, Google fait la même chose. Ils essaient aussi quand même, quand tu es sur Android, tout est fait pour que tu sois sur Gmail, pour que tu te connectes, etc. Bon, la différence, c'est qu'ils n'ont pas le PC, ils n'ont pas l'ordinateur. Ça n'a pas pris. Même s'ils sont en train de revoir un petit peu. Ouais, ils sont en train de revoir leur copie, mais en fait, les Chromebooks, ils ont eu quand même une progression aux États-Unis, mais le soufflet est retombé. Mais c'est vrai que l'écosystème Apple est très agréable. Il y a beaucoup de choses qui ont été récupérées par la concurrence, mais Samsung essaie aussi de faire un écosystème, je crois, avec aussi ses montres, ses tablettes, etc. Tout le monde essaie de faire un écosystème, mais Apple reste quand même la référence en termes d'écosystème pour tout le monde, je pense. Et donc, ils vivent un petit peu sur leur laurier et sur des fonctionnalités quand même IA qui commencent à arriver. On a vu avec iOS 26 qu'il y a des choses sur la traduction, etc., qui sont sympathiques, voilà, qui aident quand même sur la photo, des choses comme ça. Mais comme disait Anne, il faut qu'ils fassent très très attention parce que les usages arrivent de plus en plus et tout le monde va... Pour l'instant, je pense qu'ils sont contents d'avoir ChatGPT sur iOS. Voilà, ça marche bien. Il y a une partie quand même de l'IA qui est facile d'accès. Donc il y a quand même les applications qui proposent. Il n'y a pas qu'Apple, il y a les applications sur iOS. Jusqu'au jour où OpenAI va proposer un concurrent de l'iPhone, voire même une nouvelle interprétation, un nouveau device qui pourrait héberger l'intelligence artificielle. On en parlera avec Anne, puisqu'il porte les nouvelles Meta. Comment elles s'appellent, les Meta ? Les Meta Ray-Ban Display. On va en parler tout à l'heure. Une petite réaction sur X, regarde, de Mig, Anne, si tu veux la lire. Ouais, alors j'ai mes habitudes sur Android, j'utilise l'IA tous les jours, et en aucun cas je me vois switcher sur iOS et perdre ce confort. J'avais le choix il y a 2 mois. Aujourd'hui, ils m'ont proposé l'iPhone 17 Pro. J'ai préféré choisir le Samsung Galaxy S25 Plus. Alors c'est vrai qu'il y a aussi une concurrence du côté du monde Android. Tout à fait. Et je pense que Samsung doit être un petit peu, doit l'avoir un peu mauvaise de voir l'éditeur de l'OS, alors qu'ils ont évangélisé Android pendant des années, venir leur couper des plates-bandes. On peut penser ça parce que c'est vrai qu'il y a une certaine concurrence. Maintenant, une des choses que j'ai remarqué dernièrement quand même, c'est que Google connaît la pertinence de Samsung. Ils sont très puissants, très présents aux US, un peu partout dans le monde, un peu moins en Asie. Mais du Curieusement coup, d'ailleurs, alors que c'est une boîte asiatique. Alors que c'est une boîte asiatique, mais tout simplement parce que pour X raisons, c'est vrai que par exemple Samsung est très peu présent au Japon. J'étais au Japon cet été et c'était quasiment impossible de trouver quelqu'un avec un smartphone Samsung. Et d'ailleurs, je crois que, petit aparté, au Japon, la marque Samsung n'existe pas. C'est vendu directement sous le terme Galaxy. Voilà, Galaxy Z Fold 7, blablabla. Et et une chose que j'ai remarqué quand même ces dernières années, c'est que Google et Samsung prennent quand même soin de s'auto-citer entre eux à chaque conférence, à chaque chose, pour justement relancer le partenariat et pas justement montrer qu'on devient des vrais concurrents, etc. Voilà, donc il y a une sorte de gentleman agreement. On a une autre réaction sur X d'une personne qui ne veut pas switcher, Non. Investicrigraphe, Investicrigraphe qui dit non, mais surtout pour Face ID et Apple Pay et tout l'écosystème autour que j'ai agrémenté au fur et à mesure. Je vis dans une prison dorée et j'aime ça, je n'ai pas envie de tout reconstruire avec Android. Ma foi, tant pis pour l'IA, je préfère la qualité de ce que j'ai plutôt que la quantité de moindre qualité que je pourrais avoir. Ouais, c'est ce qu'on disait à l'instant avec Fred, cet écosystème qui fait que c'est vrai que même si tu retrouves les mêmes applications, il y a des outils de migration, que ce soit sur iOS et sur Google pour simplifier la migration des photos. En 2025, c'est d'autant plus facile maintenant. C'est-à-dire qu'à une époque, c'était vraiment très fermé. Et quand on faisait un switch d'un système vers l'autre, on perdait quasiment, je dirais, 30-40% de ces données. Là, il est vrai que sur ces dernières années, surtout pour le côté iOS vers Android, les constructeurs font quand même pas mal d'efforts pour ça. Allez, on rentre dans le vif du sujet. C'est l'heure du grand match de cette semaine. L'iPhone 17 Pro contre le Pixel 10 Pro. Design, écran, IA, photo, autonomie, prix.
quel est le vrai roi du smartphone premium en 2025? On commence, s'il vous plaît bien, par le design. Alors les amis, cette année Apple a enfin revu le design de ses iPhones. On dit enfin parce que c'est vrai que ça fait quelques années où c'était vraiment incrémental. Et vraiment a choisi cette année, Anne, de miser sur des nouvelles couleurs. Toi, tu l'as pris en orange, qui a vraiment marqué, orange cosmique, pardon, qui a Orange marqué les cosmique, esprits. j'allais dire. Oui, de toute beauté. Il y a des versions plus sobres comme également, je crois. Comme le bleu nuit, et il y a une version silver plus classique, effectivement. Et du côté de Pixel, alors ça, c'est vraiment très très sobre également. Côté Pixel, effectivement, les couleurs restent sobres. Bon, ça, c'est une caractéristique de Google depuis quelques années. Mais surtout, ce qu'on reprochait à Apple ces dernières années, Google l'a fait. C'est-à-dire qu'en termes de design, c'est exactement le même design que l'année dernière. Voilà, donc là, il n'y a pas de vrai changement, si ce n'est au niveau des coloris. Alors, nous étions fait la remarque, je crois que tu étais déjà avec nous, Fred, l'année dernière, que le design de l'iPhone et du Pixel sont très proches. Du moins à première vue. On voit, on avait déjà fait la remarque l'année dernière, que le côté bord plat de l'iPhone, qui fait qu'il tient, quand on le pose, qu'il tient à la verticale, là, ils sont vraiment inspirés du design d'Apple. Par contre, Apple, cette année, ils sont inspirés un petit peu du plateau, on peut dire ça, les amis. Hein. Un tout petit peu, effectivement. Et une des choses que j'ai surtout remarqué, c'est surtout que... le plateau, c'est où il y a les capteurs photo. Voilà, au niveau du plateau qui est un peu plus large, etc. Mais moi, le plus gros changement, ça concerne surtout les tranches, en fait. Je m'étais habitué aux tranches très plates des iPhone 15, 16 et des Google Pixel. Et ici, on retrouve une sorte d'arrondi qui rajoute une sorte de... qui rajoute un peu de... Comment on dit ça rend le smartphone un tout petit peu plus glissant. Ouais. Donc voilà. Donc ça, c'est la petite chose que j'ai vraiment notée. Mais du coup, moi, je préfère quand même le nouveau design avec ce nouveau plateau. Ouais, alors le plateau qui a été pas mal décrit, Fred, on a vu sur les réseaux sociaux, pour des problèmes de rayures assez chroniques. Ouais, mais effectivement, moi personnellement, j'ai pris le 17 Pro Max en bleu foncé, parce que l'orange est parti très très vite, donc je pouvais pas le commander. C'est Anne qui a tout pris. J'ai tout pris. Voilà. Ça m'a coûté cher. J'imagine. Ouais, ça m'a coûté cher aussi, puisque ma fille devait changer pour ses 18 ans son smartphone, donc je lui ai pris le 17 lavande, très joli aussi. Tiens, bon père, c'est bien. Ouais, je suis un bon père, mais bon, elle a eu son bac et BlackBerry, ça n'avait pas été sage. Ouais. La pauvre, elle sait même pas ce que c'est. Mais même si le film est sympa, j'ai vu le film, il est pas mal. Je le conseille à tous sur BlackBerry. Moins d'un temps, on ne peut pas connaître, c'est sûr. Pardon, je t'ai coupé. Ouais, pardon. Après, c'est vrai que dès qu'il y a de l'alu facilite l'arrondi parce que vous savez, les tranches pointues, etc., assaillantes, c'est pas très très bon avec l'anodisation de l'alu. Personnellement, je préfère le côté arrondi. Je le trouve plus agréable. Ouais. Mais c'est vrai que ça glisse. C'est vrai que ça glisse un peu plus. Après, sur un Max, c'est quand même quelque chose qui est assez épais, assez lourd, donc on le tient. Voilà, on le tient bien en main. Mais pour certains utilisateurs qui en aiment peut-être plus petites, etc., c'est peut-être un petit peu compliqué. Moi, j'ai trouvé quand même très bien quand même que il se bouge un petit peu sur les couleurs des pros, parce que on attendait des couleurs. Maintenant, il y a de la couleur. En plus, c'est la couleur que j'aime bien. J'aime bien l'orange. Je sais pas pourquoi. J'aime bien l'orange. Ah ouais. Je préfère pas le carré rouge. Je préfère l'orange. Pendant que ça existe encore, le carré rouge. Bref. Mais c'est vrai que là, pour le coup, ça pète bien fort. C'est assez sympa. Le bleu a été amélioré aussi. Moi, j'ai le bleu nuit avec une coque orange d'ailleurs. Je suis un peu schizophrène. Ouais. Mais je trouve que c'est quand même fort. C'est un truc fort qui revient. L'orange, il est assez classique dans la photographie pro, etc. On retrouve pas mal de composants orange, des bagues, des choses comme ça. Les boutons de l'Apple Watch et l'Apple Watch Ultra aussi, il y a le bouton orange. Donc c'est vrai que c'est une couleur qui est à la mode, mais ils ont sauté le pas et je trouve que ça a plu à pas mal de monde. Voilà. Ouais. Alors, pointer du doigt, on le disait tout à l'heure en préambule, c'est vraiment les arêtes saillantes qui sont là. Et Fixit l'a reconnu. En fait, c'est un procédé industriel qui fait qu'alors que le bord arrondi absorbe les chocs beaucoup mieux, le fait qu'il y ait un bord aussi saillant, dès qu'il tombe par terre, eh bien, comme c'est anodisé, la peinture s'écaille. Et on voit l'aluminium brut en dessous. On voit les images... dans les Apple Store. Ça fait quoi, un mois que tu l'as en poche? Est-ce que j'ai vu que tu es arrivé, tu l'as sorti très gentiment
de sa coque pour pouvoir le présenter sous ses plus beaux atours. Mais est-ce que tu as constaté le problème autour de toi et qu'en tout cas, une chose est sûre, il faut le protéger. Alors moi, j'étais effectivement, moi j'utilise avec une coque de préférence. Il est vrai que le 19 septembre dernier, j'étais justement aux États-Unis, donc du coup, j'en ai profité pour faire le tour des Apple Store. Et j'ai constaté effectivement que, alors même si Apple dit que c'est lié à leur chargeur MagSafe en boutique, c'était quand même assez flippant de voir à quel point tous les smartphones étaient rayés. C'est-à-dire que tu arrives le jour de la sortie de ton produit, tu veux l'acheter, et là tu arrives et tu vois que tous les produits sont un peu rayés. Ça fait un peu peur quand même. Mais maintenant, dans mon usage perso, je l'ai utilisé la première semaine sans coque de protection, et depuis avec une coque de protection, moi j'ai pas eu de soucis. Donc ça dépend des gens. Voilà. Elle est trop saillante. En fait, il aurait fallu faire ce qu'on appelle un chanfrein, voilà, pour que ça soit un peu plus, ça absorbe un peu mieux les chocs. Mais bon, moi ça m'est arrivé plein de fois, même avec mes MacBook Pro. Par moment, il tombe, ça arrive. Et effectivement, on voit l'aluminium brut qui apparaît derrière. Donc, on voit que les designs ont beaucoup évolué cette année, et c'est tant mieux parce que il fallait un petit peu de nouveauté. Le dos évolue beaucoup. On voit que le dos en Ceramic Shield est ici. Le dos en verre est désormais, alors il brille parce qu'il y a tellement de lumière dans le studio, mais en fait, il est mat. Tout à fait. Et ça, il se rapproche du design du Google. Mais un dos, Fred, qui s'explique non pas dans la volonté, je dirais, de copier Google, mais par une nouvelle architecture du design qu'on connaît bien dans le monde Apple, le monde Mac en particulier. Fred. Oui, mais c'est l'arrivée effectivement de l'Unibody, qui est une surprise pour moi. Je m'y attendais pas du tout. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a un châssis qui a été gravé par des machines qui vont enlever de la matière. Taillé dans la masse. Taillé dans la masse, et donc du coup il y a une structure unique dans laquelle vont se fixer les cartes mères, les vis, etc. Et ça c'est une première effectivement pour améliorer, je pense, la cohérence, aussi la fiabilité de ces gros smartphones, mais aussi pour la régulation thermique, parce qu'effectivement on se retrouve, il y a plus de joints, il y a plus d'associations, donc ils ont joué avec les antennes aussi parce que c'est important effectivement de bien placer les antennes, et il y a eu des modifications autour de ce fameux plateau pour placer les antennes, puisque c'est une fabrication un petit peu différente. On s'y attendait pas du tout. Il y a eu beaucoup de leaks comme chaque année autour de l'iPhone 17, de ce châssis Unibody qui existe depuis 15 ans, allez, dans le monde du Mac. Ça, c'est une vraie valeur ajoutée, je trouve, aujourd'hui pour l'iPhone. Oui, carrément, ça. Du coup, en termes de quelque part, en fait, pour la solidité globale, c'est mieux. Et une des choses qu'on n'a pas dit aussi, c'était surtout cette intégration pour la première fois d'une chambre à vapeur. Parce qu'on parlait justement d'évacuer la chaleur et tout ça. Et sauf que là, pour les iPhone 17 Pro, Apple a en plus mis un système de refroidissement qui est beaucoup plus actif qu'avant. C'est son défaut récurrent. Exactement, et ça permet justement de réguler un peu les performances et de moins avoir ce qu'on appelle cet effet de throttling, tu sais, où quand l'appareil chauffe trop, du coup les performances chutent. Là, ça permet de maintenir une certaine température sur du long terme. Donc pour les jeux vidéo, par exemple, c'est quand même super pratique. Et on l'a entreaperçu, là on voit la chambre à vapeur, on l'a entreaperçu tout à l'heure dans le châssis Unibody, il y a toujours un trou rond au niveau du dos parce qu'il y a toujours une plaque en Ceramic Shield, c'est du verre. Pour laisser passer l'induction. Et l'aluminium, c'est quand même mieux pour la dissipation thermique également. Tout à fait. Alors, on parle de MagSafe justement. Bonne nouvelle, le MagSafe, ça arrive maintenant du côté de Google. Qu'est-ce qui se passe? Alors, en vrai, ça existait depuis un certain temps. Mais j'avoue que Apple a eu cette ingéniosité de l'avoir bien marketé bien avant. Voilà. Mais ça existait déjà, ça faisait partie des spécifications du Qi 1 et Qi 2. D'avoir des aimants justement pour pouvoir stabiliser cette recharge. Et en toute honnêteté, pour moi, c'est une des plus belles innovations de ces dernières années. Non, c'est pas grand-chose, c'est juste des aimants. C'est juste des aimants, mais ça a changé toute ma vie en termes d'accessoires pour des batteries externes. On le met une batterie MagSafe et ça voilà, et pour ça des marche. musiques, Regarde. pour tout. Et c'est génial. Moi, je trouve ça génial et je suis trop content de le voir arriver sur ça tient super bien, Pixel. Regarde. Donc ça s'appelle le Pixel Snap dans le monde Google, c'est l'équivalent MagSafe, c'est compatible, vous l'avez vu intégralement, pour le fixer d'un geste, et c'est un vrai manque qu'il y avait les années précédentes qui est comblé aujourd'hui. Et question de dimension poids, c'est à peu près la même chose. Là, tu as mis le tien qui est un max, mais là également, c'est pas un critère de différenciation. Non, là-dessus, en termes de taille et de poids, on joue dans la même cour, donc
toute honnêteté, pour moi, ça n'impacte pas du tout dans le choix à la fin. Il y a une question sur Twitter de Mano, qui est un fidèle dont on fait le Mac, regarde. Hop, alors, donc les deux écrans semblent très proches sur le papier, 6,3 pouces, OLED 120 Hz, luminosité de 3000 nits pour l'iPhone versus 3300 nits pour le Pixel. Mais en usage réel, avez-vous constaté une vraie différence, par exemple au niveau de la colorimétrie, du rendu HDR ou de la lisibilité en plein soleil? Alors moi, j'ai eu la chance de pouvoir l'utiliser justement au soleil, en Californie et autres. Et, Les deux, hein. Les deux. Les deux, ouais. C'était les deux smartphones que j'avais avec moi de toute manière. Donc, tu es obligé de tester toutes les nouveautés. Mais oui, et les avoir avec moi. Donc quand je prends une photo, je la prends en double à chaque fois. En plus, tu es obligé de partir loin pour les tester, sinon la région parisienne, il n'y a pas assez de soleil. On n'a pas assez de soleil ici. Donc voilà, donc je suis allé en Californie pour tester tous ces écrans. Et en toute honnêteté, c'est quasiment ces deux écrans, sans doute les deux meilleurs sur le marché. Il y a un seul écran qui est un peu au-dessus, c'est celui de Samsung. Samsung aujourd'hui, ils ont un petit truc en plus, surtout sur le Galaxy S25, qui est la partie anti-reflet, qui est vraiment un cran au-dessus. Ça, c'est vraiment impressionnant. Là, j'ai malheureusement pas de S25 Ultra pour vous montrer, mais en gros, par rapport au reflet de tous les jours, on voit une vraie différence. Il y a un vrai gap en avant. Et de toute façon, Samsung est connu justement pour ses écrans. C'est peut-être pour ça qu'il garde une petite longueur d'avance par rapport à ses concurrents directs. C'était un vrai manque qu'on avait souligné l'année dernière, Fred, par rapport entre le Pixel 9 et l'iPhone 16. Parce qu'il y avait une grande différence du niveau de luminosité. On était à 2000 nits l'année dernière sur l'iPhone. Ouais. On est passé à 3000. Bon, il est à 3300 cette année, l'Android. Mais moi, la première fois que j'ai fait un test en plein soleil, j'ai filmé... j'avais l'iPhone 16 et l'iPhone 17 et j'ai l'impression que l'autre, il a fait 2 fois plus de luminosité. C'est vraiment une valeur ajoutée énorme qu'ils ont intégrée cette année. Oui, ça c'est des choses qui sont assez importantes aussi bien sur les smartphones que sur les Apple Watch. Moi, j'ai une Ultra, notamment, je fais de la natation, donc j'aime bien avoir quand même pas mal de luminosité. Mais en plus, ils ont quand même fait cette année aussi un traitement anti-reflet sur les iPhone Pro. Ouais. Enfin bon, qui est plus léger effectivement que le Samsung, mais qui quand même, moi j'ai eu quand même pas mal, hein. Regardez, oui, ça continue à refléter. Oui, ça continue à refléter. On est d'accord. Mais moi, j'avais le 15 Pro Max et j'avais le nouveau, et j'ai vu quand même qu'il y avait des différences, mais ils n'ont pas été aussi loin que Samsung sur la partie anti-reflet. Après, je sais qu'Apple fait vachement gaffe à tout ce qui est colorimétrie, le respect des couleurs, etc. Qu'on force un peu trop pour arrêter la diffusion, en fait. On éparpille la lumière. Ça peut aussi jouer sur la colorimétrie, etc. Et c'est vrai qu'Apple positionne son iPhone comme un outil professionnel pour les cinéastes, etc. Alors, est-ce que ça a joué comme contrainte de ne pas aller trop loin? Notamment, il y a des graphistes qui travaillent sur des displays et qui n'aiment pas le nano-texturé parce que ça va trop loin. C'est un fanboy, Fred. On n'a pas dit l'écran, tous les deux, sur les deux modèles, pour les Pro, pas les Pro Max, c'est 6,3 pouces. Même fréquence depuis des années, 120 Hz. La bonne nouvelle, c'est que ça arrive sur toute la gamme d'iPhone, il était temps. Donc de 1 à 120 Hz. Et c'est vrai qu'il y a une vraie différence de calibration. Les années précédentes, je ne sais pas si c'est le cas, si tu as fait la réflexion, je trouvais que la calibration de l'iPhone était plus juste, plus réaliste, moins chatoyante, moins valorisante. On verra tout à l'heure pour les rendus photos qu'on a fait pour les tests photos. Est-ce que tu t'es fait la même remarque cette année pour le Google et l'iPhone? En fait, c'est toujours quand on parle de colorimétrie sur les écrans et pour la photo, c'est toujours un peu compliqué parce qu'en fait, c'est une question de sensibilité. C'est à un moment, en fait, tu choisis un parti pris. Et c'est vrai que... question de goût. C'est une question de goût. Et c'est pour ça que quand on verra sur les photos, en général, les photos des pixels sont connues pour être un chouïa plus froides que les photos des iPhones. Et donc, dans le rendu, c'est exactement la même chose. Et c'est ce qui donne justement, parfois, tu préfères l'écran de l'iPhone par rapport à celui du Pixel ou du Samsung. C'est juste parce que, en fait, c'est une colorimétrie qui correspond plus à tes goûts perso. Et alors que quand tu fais des vraies mesures, par exemple, tu peux avoir des choses où tu dis finalement il n'est pas si bien que ça. Bon, après, en toute honnêteté, ce sont quand même des écrans de smartphone premium, donc ils sont vraiment très très bien. Sachant que les écrans, mais du coup, il y a vraiment... c'est Samsung qui les fournit. Donc... De toute manière, oui. Tout va bien. C'est juste pour dire qu'au final, c'est vraiment, tu as une différence entre le Pixel et iPhone, c'est juste pour ce côté colorimétrie. Et puis regarde, merci la régie. Dernier point, on voit les bordures du 17 Pro qui sont légèrement plus fines. Effectivement, ça c'est une tendance qu'on voit de fond, que ce soit sur les Apple Watch de dernière génération ou les iPhones.
un rétrécissement des bordures. On gagne pas forcément en affichage. Hein. Non. Ça zoome un peu plus en fait. Exactement. Mais on a moins de bordures noires autour des écrans. C'est quand même assez agréable. Donc au terme de ce premier chapitre autour du design, on peut dire qu'Apple a tout misé cette année sur le design. Et moi j'aime beaucoup cette idée, au-delà de l'orange, l'idée du châssis unibody, je trouve ça assez intéressant, ne fût-ce que pour la réparabilité du téléphone et sa longévité. Et moi j'aurais tendance, mais après on va dire que je suis partisan, à donner un petit avantage. Pas du tout. Pour le design, pour l'iPhone, est-ce que tu es d'accord avec moi? Je suis d'accord avec toi. Okay. Simplement parce qu'en fait, en termes de design, Pixel, Google n'a pas évolué. Donc à partir de là, on va dire que c'est un design un peu daté. Fred, tu donnes le premier round à l'iPhone? Oui, je vais donner, mais vraiment, je le concède. Voilà. Bout des lèvres. Allez, on va parler des nouveautés d'Apple qui viennent d'être introduites cette semaine dans le busomètre. Le busomètre, ce sont les actus et rumeurs qui ont le plus buzzé sur la planète Apple. Et du côté du site Mac Forever, qui est partenaire de cette émission, et l'absence de Didier cette semaine, qui est en vacances, on peut le dénoncer, mais il est en bonne compagnie avec ses enfants. C'est moi qui m'y colle beaucoup d'actu plutôt que des rumeurs, ce qui est plutôt agréable, car Apple a annoncé cette semaine pas mal de nouveautés, à commencer par le MacBook Pro M5. Ça y est, la puce M5 est arrivée. Alors, ce n'est pas la version Pro du MacBook Pro, ce n'est pas le M5 Pro, c'est la version d'entrée de gamme. Qu'est-ce que tu as pu glaner, qu'est-ce que tu as pu savoir, toi, notre spécialiste des puces, mon cher Fred, de cette puce M5 par rapport au M4 qui équipe aujourd'hui les MacBook Pro, ou voire même le MacBook Air qui a un grand succès et qui taille des croupières, disons-le, au MacBook Pro. Il faut relancer les ventes. Oui, tout à fait. Alors, ce qu'on peut voir, parce que l'annonce est arrivée à 16h, je crois, et quelques. Ouais. Alors, il faut préciser qu'on enregistre le mercredi, donc 2 jours avant la diffusion ce vendredi, exceptionnellement cette semaine. On espère qu'il n'y aura pas des annonces demain. Mais au-delà, effectivement, donc c'est vraiment tout chaud. Vas-y. Ouais, c'est vraiment tout chaud. Alors, effectivement, la puce M5 récupère tous les bienfaits, tous les travaux qui ont été faits sur la 19 Pro, évidemment. Et notamment, elle va avoir un gap, effectivement, au niveau GPU. Ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, au terme des GPU, ils annoncent l'intégration du bloc, tu sais, neuronal dans les GPU. Le nombre de GPU ne change pas. On est toujours sur le même nombre de GPU. Déjà à 3 nanomètres. Voilà, toujours à 3 nanomètres, mais dans la version qui est un peu plus optimisée. D'accord. On en parlera avec l'iPhone, avec la 19, mais ça permet essentiellement d'augmenter le cache. TSMC a communiqué. Vous pouvez faire de la mémoire cache de façon un peu plus grande, augmenter vos caches parce qu'on grave mieux et on optimise ça. Donc, ils ont augmenté le cache et puis on retrouve effectivement tout ce qui a été dit sur la 19, c'est-à-dire des fréquences supplémentaires, une rapidité. Les GPU ont été vraiment revus, toujours le support du ray tracing amélioré, les CPU aussi ont été revus avec plus de cache et donc ça devrait être plus rapide. C'est plus de l'incrémental cette année en clair. Ouais, c'est plus. Alors c'est de l'incrémental, mais c'est du bon incrémental, c'est-à-dire que c'est de l'incrémental partout, parce que même la mémoire, l'accès à la mémoire, ils le disent dans le communiqué. Fred. Ouais. C'est l'incrémental sur tous les secteurs. C'est-à-dire que finalement, quand vous allez acheter la M5, vous verrez une vraie différence avec la M4. Et pourtant, on a gardé à peu près la même gravure. Donc c'est ça qui est assez étonnant. Et je pense qu'on va avoir une belle surprise, surtout qu'on va pouvoir... Cet ordinateur, il est ventilé, contrairement au Air. Donc je pense que la partie throttling dont parlait Anne, c'est-à-dire la réduction des fréquences quand ça chauffe trop, sur ce M5, il va vraiment s'exploiter peut-être un peu plus que sur l'iPad, évidemment. Et donc on va avoir quand même de très très belles performances, je pense, avec cette puce M5 qui va pas côtoyer le M5 Pro qui va arriver quand même, ou le M4 Pro actuel. Le M4 Pro reste quand même une bonne référence puisqu'il a encore proposé avec le M4 Pro et M4 Max, mais c'est une belle puce. Ouais, on peut penser que les versions M5 Pro, M5 Max et Ultra arriveront un peu plus tard dans l'année pour se laisser un petit peu. Apple, Anne, a besoin de faire des annonces de manière régulière. S'il balance tout d'un coup, il faut créer l'attente. Non, on est d'accord. Et puis pour terminer, il y a quand même déjà une petite polémique. Il y a toujours des polémiques au moment où Apple lance des produits. Là, il y en a une autour du MacBook Pro M5. C'est qu'Apple ne livre plus le chargeur électrique.
C'est une option. Voilà, c'est vrai qu'on n'a pas besoin de recharger son ordi, hein, c'est un détail. Voilà, mais il coûte un petit peu moins cher quand même, donc ça c'est quand même bien vu. Il y a le câble, il y a quand même le câble. Oui. Ah bah ça va. Alors, tout va bien. Ils auraient pu enlever le câble maintenant. Oui. Toi, tu passes trop de temps avec Laurent. Hein. Il finit par détendre sur toi. L'autre actu cette semaine, et l'autre nouveauté cette semaine du côté d'Apple, c'est l'arrivée d'un iPad Pro M5. Donc c'est là vraiment un copier-coller de l'iPad Pro M4 qui était ultra fin, qui était super chouette, qui était présenté l'année dernière, notamment parce qu'il avait, pour moi la principale nouveauté, c'était l'écran OLED. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi. L'écran OLED et la version mat, pour ceux qui aiment bien dessiner. Ouais, ultra fine. Ouais. C'est une merveille ce produit. A priori, donc au niveau puce, c'est à peu près la même chose que ce qu'on a sur le MacBook Pro M5, c'est ça ? Oui, c'est exactement la même chose, à part qu'ils ont un petit peu joué sur le binning du CPU. Je crois qu'il y a une version avec un peu moins de CPU, il me semble, ou c'est le GPU. Mais par contre, ce qui va se passer sur l'iPad, c'est qu'effectivement, comme il n'est pas ventilé, je pense qu'il y aura des performances qui seront légèrement en deçà. Comment tu appelles ça ? Du throttling, c'est ça ? Du throttling, ouais. C'est le fait, en fait, dès que ça chauffe trop, on baisse les fréquences des CPU, des GPU, et du coup, il y a une perte de performance au bout d'un certain temps. Alors l'autre, pas info, mais c'est plutôt une rumeur, c'était autour de l'Apple TV. Depuis 3-4 jours, que ce soit tous les leakers de Mark Gurman, Mick Schuko, ils annonçaient l'arrivée cette semaine de l'Apple TV. Alors il y a encore la possibilité que ça arrive demain, mais on rajoutera peut-être un synthé entre-temps dans l'émission s'il est arrivé. Et c'est pas l'Apple TV qui était sorti du chapeau, c'est les nouveaux casques de réalité augmentée mixte d'Apple. L'Apple Vision Pro, qui est lui aussi équipé d'une puce M5, c'est une simple mise à jour également incrémentale. Hein. C'est vraiment tout à fait. Mise à jour, et je crois qu'il y a eu, ils ont juste changé le bandeau, le strap, le bandeau effectivement, pour mettre le double strap, celui qui est un truc au-dessus. Voilà. A priori, la puce M5 offre plus de puissance, plus de rapidité, plus de fluidité dans l'interface et une meilleure résolution, hein, si je ne me trompe pas, Fred. Oui, alors ça va. J'ai pas beaucoup de détails. Ce que je sais, c'est que c'est tout chaud, ça vient de sortir. Ouais, bien sûr, ça va délivrer un peu plus. Ça sera aussi peut-être probablement plus économe en énergie avec la gravure, parce que on avait du M2 à l'époque. Le M3 était déjà disponible de mémoire, il me semble. C'était un M2 Pro ou c'était un M2 Pro, hein, non, un M2 normal. Un M2 normal. Ouais, ça va être un saut quantique presque, hein, passer à M5. Mais en fait, le M3 était sorti à l'époque, mais comme ils avaient fait tout leur développement, etc., sur la partie M2, c'était difficile pour eux, je pense, de sortir à l'époque du M3. Donc là, le M5, c'est quand même bienvenu, parce qu'on a loupé le M3, on a loupé le M4, donc là, ils nous sortent le M5, c'est plutôt bienvenu. Je pense que la puce R1, qui est vraiment la puce qui gère le côté très temps réel, qui prend tous les capteurs, tu sais, qui envoie tout ça, la puce M2 au départ, et puis maintenant M5, la puce R1, elle n'a pas changé, elle est toujours dans sa version 1, j'ai pas vu de communication par rapport à ça. Donc c'est vraiment une mise à jour, si tu veux, avec iOS 26, c'est une mise à jour incrémentale, mais qui force pas trop. Pour moi, ça force pas trop. Ils ont une puce disponible, ils la déploient à ce prix-là, et le prix baisse. Le prix baisse un petit peu. $500, ce qui est pas 500 €, ce qui est pas rien. Il passe de 3 990 à 3 490. Ça reste un marché d'ultra niche, hein, Anne. Complètement. 4000, 3005, 4000, je sais pas. Ça reste trop cher. Et surtout, pas l'oublier dans l'avion. 2 kilos sur la tête. Moi, ce qui m'a le plus choqué, je me souviens pour le Vision Pro, et c'est pour ça que j'utilise plus, c'est vraiment ce poids qui m'a. Ouais. Je sais que ça impacte vraiment. Ça fatigue vraiment, quoi. Ouais. Et j'imaginais pas sortir dans la rue de toute manière. Ouais, on en a parlé la semaine dernière dans les rumeurs. Apple aurait, selon les leakers, abandonné le développement d'un Vision Air, une version allégée, pour privilégier plutôt une version classique, et mettre tous leurs moyens dans le développement d'un concurrent de ce que tu as au bout du nez, dont tu nous parleras tout à l'heure dans tes coups de cœur, à savoir les nouvelles Meta de chez Display de chez Ray-Ban de chez Meta. Voilà. Autre rumeur qui a beaucoup buzzé cette semaine, c'est l'arrivée de nouveaux HomePod Mini 2. Ils ne sont pas arrivés cette semaine, mais c'est vrai que il est nécessaire de le mettre à jour tout simplement parce qu'il y a Apple Intelligence et qu'il faut les doper un petit peu la puce. Et ils ont 3 ou 4 ans quand même, ces enceintes, donc on devrait les voir normalement avoir une évolution peut-être d'ici la fin de la semaine ou la semaine prochaine. Je pense qu'on pourrait avoir une bonne surprise la semaine prochaine. Avant les fêtes, c'est vraiment le produit typique qu'il faut mettre à jour avant les fêtes de Noël. Dernière info ou rumeur, c'est le Home Hub. Alors, je ne sais pas si tu connais le Home Hub, Anne. Tu sais, c'est cette rumeur récurrente qu'on entend depuis des années chez Apple, qu'Apple sortirait l'équivalent d'un Alexa Echo avec un écran intégré.
cet outil qui manquerait aujourd'hui, notamment pour la maison, pour piloter l'ensemble de l'écosystème HomeKit maison d'Apple. Ça fait presque un an, jour pour jour, qu'on en entend parler quasiment chaque semaine par les leakers, qu'il annonce qu'il arrive, mais il sort toujours pas parce que il faut de l'intelligence artificielle et un Siri qui marche. Donc voilà, c'est lié à ça. C'est peut-être ça le problème en fait. Et l'actu qui a beaucoup buzzé cette semaine, c'est qu'on connaîtrait le prix de ce Home Hub. Ce serait autour des $350. Alors je me tourne vers toi, tu reviens de New York, tu as été voir les nouveautés de nos amis d'Amazon et d'Alexa. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Est-ce que Apple peut riposter, à ton avis? En tout cas, il continue à développer ce type de système, ça montre qu'il y a un marché. Alors non, là-dessus, Apple pourra toujours rivaliser parce que ne serait-ce que déjà, si tu veux rester dans l'écosystème Apple, il n'y a pas 36 000 solutions. Si tu es intéressé par ce que propose Amazon et ses échos, ça veut dire que potentiellement déjà tu crées une sorte de brèche dans ton écosystème, donc tu vas être multisystème. Donc oui, il y aura toujours un marché pour ça. Maintenant, c'est de savoir jusqu'où Apple est capable d'aller. C'est-à-dire qu'une des grosses forces d'Amazon, c'est non seulement sa distribution, mais surtout la capacité à proposer un prix qui est relativement accessible. C'est-à-dire qu'on commence, je crois, à partir de 49 € avec les pop enceintes et les toutes petites enceintes, et ça peut monter jusqu'à ces $300 max de toute manière. Donc quoi qu'il arrive, des écrans de 21 pouces. Et il y a même un écran de 21 pouces, 15 pouces et 21 tactile, pouces qui font un peu l'équivalent pour remplacer une télé dans une cuisine par exemple, et qui marche très très bien. D'ailleurs moi c'est ce que j'utilise. J'utilise justement cet écran de 21 pouces que je trouve hyper pratique, alors que je suis un utilisateur Apple aussi. Donc, ouais, mais tout intégré comme ça marche bien. Alors, la bonne nouvelle pour Apple, c'est qu'il semblerait que Amazon rencontre les mêmes difficultés pour mettre à jour l'assistant vocal que Alexa, que Siri. On attend une version 2.0. Elle est arrivée aux États-Unis, il faudra attendre quelques mois pour l'avoir encore en Europe. Tout à fait. Pas d'Alexa Plus pour tout de suite, parce que ça fait déjà 1 an que ça a été annoncé. Et c'est cette version IA, ce nouvel IA qu'on attend de voir avec Alexa, qui semble très bien fonctionner en plus aux États-Unis. C'est-à-dire qu'apparemment les retours sont plutôt bons. Mais encore une fois, ça s'adresse à un marché américain, un marché anglophone. Et il faudrait, nous, qu'on puisse tester un jour en français. On a hâte de voir ça. Et on a hâte de voir ça. Qui prend en compte le contexte, tout ce qui manque à Siri aujourd'hui. Je crois qu'on ne peut pas faire pire que Siri aujourd'hui, malheureusement. Et je crois que c'est le pire. Je ne sais pas si tu as vu, il y a une petite vidéo qui circule sur les réseaux sociaux en ce moment où il y a un utilisateur d'iPhone qui met son iPhone 4S, qui était le premier iPhone équipé de Siri intégrée, et fait une requête. En même temps, il met le dernier 17 Pro Max à côté. Et la réponse sur le 4S est plus rapide avec le Siri d'ancienne version que le nouveau. C'est dingue, je sais pas, je comprends pas. La honte. C'est la honte. Allez, voilà, c'était le résumé des actus et rumeurs qui ont le plus buzzé cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau Buzomètre. Allez, un mot au sujet de notre sponsor. Il s'agit bien sûr d'Asus. Asus qui vous propose une super gamme. Regardez, de routeurs Wi-Fi. Wi-Fi 7, c'est vraiment l'avantage de la gamme Zen Wi-Fi d'Asus, des performances exceptionnelles en proposant un débit jusqu'à 25 000 mégabits par seconde. Pour les versions quadriband, la possibilité de connecter un smartphone sur la prise USB, on a vraiment insisté sur ce point pour disposer et partager une ligne 5G de secours, c'est important en cas de coupure. De la fibre Internet, un antivirus inclus, un contrôle parental gratuit à vie, un vrai écosystème en clair. Et puis, exclusif à Asus, une couverture mesh qui autorise de coupler n'importe quel modèle de la gamme Zen Wi-Fi. Vous n'êtes pas obligé de rester dans une famille de produits en fonction de vos besoins et de pouvoir élargir à loisir la couverture. Et pour ce faire, Asus vous propose une large gamme de routeurs en fonction de la taille de votre domicile. À commencer en entrée de gamme avec l'Asus Zen Wi-Fi BD4, qui est équipé d'un seul routeur. Puis vous avez l'Asus Wi-Fi BQ16, Wi-Fi 7 assurant, lui, ou le système, une couverture de 235 m² jusqu'au pack Zen Wi-Fi BQ16 qui lui monte jusqu'à 743 m² si vous avez un château. Sans oublier une version extérieure si vous avez un jardin, le Zen Wi-Fi BD4 Outdoor. Le tout est alimenté, ce modèle-là, sachez-le, en PoE vers un simple câble Ethernet. Si vous avez un switch compatible, vous pouvez gagner, sachez-le, un routeur Zen Wi-Fi ou encore un ZenBook 14 OLED en participant au grand concours mondial et gratuit organisé par Asus en ce moment. Pour participer, c'est très simple. Et vous inscrire, cliquez dans le lien dans la description de la vidéo ou dans les commentaires. Vous pouvez également flasher le QR code à l'écran. Merci à Asus de nous soutenir. On a encore une petite réaction de Mano adressée à Stéphane, mais on va essayer d'y répondre quand même. Je t'en prie. Apple mise sur son Neural Engine ultra calibré, Google sur son IA magicienne façon Magic Editor. Au final, qui fait vraiment la meilleure photo? Celui qui capture la réalité ou celui qui la réinvente? Habile transition, on propose un chapitre consacré au choc des photos.
Allez, qui peut nous détailler, c'est assez facile, si tu veux le faire, Anne, les arguments des uns et des autres. Combien de modules, par exemple, sur le Pixel 10? Sur le Pixel 10 Pro, on a droit à 3 modules, toujours, 3 appareils photo, un grand angle avec un capteur de 50 mégapixels, un ultra grand angle avec un capteur de 48 mégapixels, et surtout donc un téléobjectif aussi de 48 mégapixels, et surtout un zoom optique de 5 fois. Et alors, la fonction Star, ils n'ont pas arrêté d'insister sur ce point, c'est un zoom numérique 100x. Alors moi, ça m'a fait sourciller un petit peu, mais on va voir que ça fonctionne assez bien, étonnamment. C'est un zoom boosté à l'IA. Ils appellent ça le Super Zoom, Power Super Zoom, je ne sais plus comment ça s'appelle, bref. Et en vrai, c'est vraiment impressionnant. On le verra dans un instant. Mais on tease un petit peu. Donc en gros, c'est les mêmes capteurs que l'année dernière. Hein. Ouais. Donc ils ont recyclé ces capteurs. Et sur la caméra avant, on est un peu mieux que l'iPhone également. On va comparer avec Fred. C'est du 42 millions de pixels, c'est ça? Tout à fait. Mais pas de lidar sur. Pas de lidar et pas de capteur de température. Si, il y a un capteur de température. C'est sur l'iPhone qu'il n'y a pas de capteur de température. C'est l'inverse, ouais. Alors, qu'est-ce que tu veux dire de l'iPhone 17 Pro? Qu'est-ce que tu as au dos de ton iPhone, mon cher Fred? J'ai toujours à peu près les mêmes capteurs. Hein. On a les 3 capteurs du Google, donc un grand angle en 48 mégapixels. Cette année, tout est passé en 48 mégapixels. Ça, c'est un vrai progrès. Parce qu'ils étaient en retard par rapport à. Ils étaient aussi en retard, voilà, par rapport à ça. Même si Google est en 50 sur le grand angle, mais passons. Ouais, enfin ça, je pense que ça joue pas tant que ça. Et donc on est en 48 sur l'ultra grand angle, on est en 48 sur les téléobjectifs, effectivement. Alors il a agrandi la taille, hein, effectivement. Dans le noir, ça se débrouille bien. Et puis on a un zoom x8 qui est apparu, qui permet effectivement de zoomer de façon, je trouve moi, plus sympathique. Je trouve, pour les portraits, etc. C'est un zoom qui est un petit peu différent, en fait, du zoom des anciennes générations 15 et 16. Ouais, on était limité au 5X sur les précédentes générations, mais c'est pas un vrai zoom optique 8X. Hein. Non, c'est pas un zoom optique, c'est un zoom crop. Donc, en fait, ça va rogner dans le capteur. Le capteur fait 48 mégapixels. Et en fait, on va prendre la zone centrale qui fait que 12 mégapixels. Et donc, on le transforme en 8X. On zoome dans le capteur. Voilà, on zoome dans le capteur. Donc, on n'a plus une photo de 48 mégapixels, on descend à 12. Exactement, on descend automatiquement à 12. Alors, par contre, il y a un lidar. On peut s'interroger à quoi sert un lidar sur un téléphone. Nous, on l'utilise fréquemment, le lidar, ici au studio d'Electronics Production, puisque pour réaliser ces décors, si on veut faire un magnifique plan large en régie, pour réaliser ces magnifiques décors en 3D et par exemple numériser des objets et les intégrer dans nos décors, on utilise le lidar. Et il y a des applications 3D qui sont super grâce à l'iPhone et c'est des outils vraiment pro. Mais pour l'instant, pour le grand public, ça reste assez flou encore comme usage, hein, le lidar. Oui, c'est vraiment c'est une fonctionnalité qui est quand même très spécifique. Donc du coup, on l'utilise pas tant que ça. Enfin, moi, j'ai pas l'impression de l'utiliser plus que ça. J'utilise peut-être pour l'autofocus. J'utilise pour l'autofocus, c'est quand j'utilise le mode portrait, par exemple, et ça permet aussi d'avoir une sorte d'amélioration quand on utilise le mode cinéma sur l'iPhone. Mais ça reste une utilisation très très spécifique. Et sur la face, sur comment dit-on, la caméra avant, j'y suis arrivé, Fred. Une vraie différence, par contre, en termes de résolution avec le Pixel. Hein. Oui, parce que déjà on passe de 12 à 24, mais en plus là pour le coup Apple a joué très très fin par rapport notamment aux gens qui font beaucoup de selfies, puisqu'on peut effectivement avoir un mode de portrait sans avoir à retourner son iPhone. Il y a un bouton parce que c'est un capteur carré, c'est pas un capteur rectangulaire, donc il peut faire les deux. Et en fait ça va cropper dedans, un petit peu comme sur le zoom, ça va cropper soit en vertical, soit en horizontal. Et ça c'est plutôt bien pensé, même s'il faut changer, parce que moi j'ai toujours l'habitude de retourner. Alors pourquoi j'ai l'habitude de retourner? Parce qu'en fait, soi-disant, l'IA d'Apple est censée se mettre en mode horizontal quand il y a des gens qui arrivent, mais ça marche pas toujours et ça prend du temps. Donc du coup, on a tendance au lieu d'appuyer sur le bouton, à tourner son smartphone. Je sais pas si Anne a pu tester, mais c'est pas critique Apple. Alors vas-y, profite. Mais non, je vais pas critiquer Apple pour critiquer comme ça. Non, c'est tout ce qui c'est vrai. Sauf moi, j'ai pas eu de souci en fait. Moi, quand j'ai appuyé sur le bouton, en fait, on peut forcer le mode paysage ou le mode portrait, tout ça. Donc, moi, j'ai pas de. C'est une vraie bonne idée, par contre. Par contre, pour moi, c'est sans doute une des meilleures innovations du monde. Je comprends pas depuis le temps qu'on parle de ce format-là, du fait de se prendre en photo, qu'on mette pas quelque chose de plus de performant en avant. Ouais. Et c'était, d'une manière historique, les amis, chez Apple.
un vrai défaut des iPhones qui était toujours en retrait avec la qualité du mode selfie par rapport au monde Android. Ouais. Souvent, on voyait les influenceurs photographier et retourner leur téléphone. Ce sera moins nécessaire dorénavant. Allez, qu'est-ce que ça donne au niveau des rendus? Comme d'habitude, l'équipe de Electronics Production s'est rendue sur le toit terrasse du village Baïséa pour photographier sous toutes ses coutures la Tour Eiffel, puisqu'on a la chance d'avoir une magnifique vue sur la Tour Eiffel. Et on va regarder les premières photos et on a comparé le mode grand angle avec, regardez à gauche le Pixel 10 et à droite l'iPhone 17 Pro. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? En termes de qualité, c'est très, très proche. Il n'y a pas vraiment de différence. Mais c'est le rendu, c'est les couleurs, l'ambiance. Tu disais tout à l'heure, le Pixel est un peu plus froid, c'est ça? Un peu plus froid. Et une des choses que j'avais aussi notées, c'était que une des forces de l'iPhone, c'est que l'iPhone met la bonne quantité de netteté pour que ça soit optimisé pour l'écran de l'iPhone. Donc, si vous regardez une photo d'iPhone, vous verrez que normalement sur l'écran, c'est encore c'est magnifié. Plus mise en la avant. remarque. C'est-à-dire que là, la photo, une fois qu'on l'a vue dans Photoshop, on dit ouais, bon, c'est pas mal. Mais sur l'écran, elle est magnifique. Sur l'écran, elle est juste fabuleuse parce qu'elle a juste la bonne quantité de netteté en fonction de l'écran même. Mais la plus grosse différence pour moi à chaque fois, c'est que une photo est un chouïa plus froide, un peu plus fidèle en termes de colorimétrie, donc un bleu par exemple un peu moins pétant que sur un peu moins doux, moins violet que sur l'iPhone. Et c'est tout quoi. Donc, mais en vrai, là on peut faire la comparaison. Pour être honnête, on peut faire la comparaison parce qu'on a les deux smartphones, mais dans la réalité du quotidien, je pense que c'est match nul. Alors, on regarde maintenant le mode ultra grand angle avec à nouveau à regarder à gauche la vue sur la Tour Eiffel, mais un peu plus large normalement. Et le 17 Pro ultra grand angle, donc 0,5. Si on veut bien le passer en plein écran à l'image, s'il vous plaît, n'hésitez pas à le laisser un petit moment. À nouveau, on voit une différence de colorimétrie, on peut dire ça. Ouais. Et on a toujours cette différence de colorimétrie tout simplement parce que c'est le traitement qu'a choisi d'un côté Apple et de l'autre côté Google. En revanche, là où je voudrais juste souligner, et c'est là où on voit la différence entre un smartphone premium et des smartphones plus milieu de gamme et entrée de gamme, c'est que là, tu vois, entre l'ultra grand angle et le grand angle, on a une certaine cohérence en termes de couleurs. C'est-à-dire que si tu mettais les photos en x1 de chacun des smartphones, on a vraiment la même cohérence de couleurs. Ouais. Et ça, c'est un vrai plus. Ouais, c'est pour ça qu'aujourd'hui, l'iPhone est utilisé par des pros de l'image et des pros de la vidéo notamment. On a testé bien sûr les zooms. Regardez, on commence par, de mémoire, le zoom x4 et contre le zoom x5 du Pixel. Alors là, on voit qu'il y a presque une différence de contraste ou de netteté. L'iPhone est plus ça. Je pense que le Pixel l'autofocus a mis au point sur le premier plan, à savoir le petit immeuble haussmannien au premier plan. Ouais. Mais c'est un peu meilleur, je dirais, comme ça, à vue de nez sur le 17 Pro. Mais c'est vraiment à vue de nez. Hein. Alors là-dessus, tu m'as pas donné tous les fichiers, j'ai pas pu les étudier et tout. Mais non. Et donc je peux pas te dire. Dis pas qu'on avantage. Non, si je devais dire quelque chose entre les deux, je pourrais juste dire que déjà il y a une différence de focale, x4, x5. Ouais. Et la différence de focale peut créer une différence d'exposition. Donc dès lors que l'exposition peut être peut-être un peu moins de lumière ou plus de lumière ou l'incidence de la lumière peut être différente. Oui, mais ce que je veux dire, l'incidence de la lumière sur le capteur peut être différente parce que le x5 c'est pas la même chose que le x4. Donc peut-être c'est pour ça que ça crée le truc. Maintenant en toute honnêteté, quand même, je préfère effectivement je préfère la photo de l'iPhone. Ouais, je pense que aussi c'est peut-être au moment de la prise de vue. Il n'a pas vraiment bien fait le point. Je suis comme ça. Hein. Ouais, alors, on va mettre pas de tenue. Allez, en régie, on continue. Autre mode, cette fois-ci, quel est le mode zoom que vous me réservez cette fois-ci? Montrez-moi, parce que de mémoire, je ne m'en souviens plus. Ah ben oui, c'est la fonction star du Pixel, c'est le x100. Alors moi, ça m'a fait sourciller. Je dis, mais attends, c'est un argument marketing. Et là, mon menton a touché le sol. Hein. Non, là, c'est impressionnant. C'est-à-dire que là, ils utilisent de l'IA pour pouvoir optimiser tout ce que le capteur a pris. Et ils le font super bien. J'ai dû faire une bonne 50aine de photos comme ça, où on voit le sans IA avec IA, et on verra après, je pense. Ouais. Et c'est tout simplement bluffant. Et là-dessus, il n'y a pas... Même ceux qui proposent des modes x100 comme les smartphones Samsung ou les smartphones chez Honor n'arrivent pas à ce niveau de qualité en vrai. Alors je crois qu'on a des images, d'autres images qui sont des natures mortes. Hein. Tu as insisté sur ce point-là, mais tu vas y revenir. D'un drapeau, je crois qu'on a filmé le drapeau de l'Elysée, si je ne me trompe pas en régie. Et là, on voit en photo brute, et regardez, une fois retouché, c'est... c'est juste bluffant.
Et bon, il faut juste savoir effectivement que ça ne marche que sur des natures mortes. Donc on ne peut pas le faire sur des êtres humains. Et ça peut créer comme c'est de l'IA, ça peut créer des choses un peu bizarres. Alors justement, on en a fait l'expérience puisqu'on a simplement photographié depuis la régie la vitrine d'un petit supermarché dont on taira le nom, qui est juste en face du studio. Et regardez ce que ça a donné, c'est assez étonnant. Avec un petit poster qui était en vitrine, c'est dingue. On est à 200 mètres quoi, en x100. Et regardez, l'IA a fonctionné parfaitement sur le jeu Monopoly. Le mois, c'est parfait. Par contre, effectivement, le personnage, il est un peu moins bon. Et surtout, le plus 1 million de cadeaux à gagner, là, ça devient plus je sais pas quoi. Ouais. Donc, moi, je dirais qu'il y a un léger avantage à l'iPhone d'une manière générale, mais le mode IA est vraiment une valeur ajoutée. On voit encore une fois qu'Apple paye son retard sur l'IA. Ah ben, bien sûr. Là, c'est là où on commence à se poser de plus en plus la question de savoir jusqu'où la photo est encore une photo. C'est-à-dire qu'on prend une photo, exactement, c'est-à-dire qu'on prend une photo là en x100, l'IA aide à faire ça et ça permet. Moi, j'ai fait des photos de la Lune. Je me suis dit, c'est juste pas possible. Tu vas pas faire comme Stéphane. Mais photographier la Lune. Mais la Lune, c'était le meilleur truc du monde. Et là, avec l'IA, ça te donne des résultats. Je te jure, c'est vraiment impressionnant. Mais après, est-ce que c'est vraiment encore une photo ou une image? Ouais, voilà. Tellement retouché finalement. Exactement, c'est qu'il y a tellement de choses derrière. Tu te poses la question, tu te dis, ok, bon, est-ce que c'est une photo? Ouais, surtout quand on voit ce que fait Sora aujourd'hui. Allez voir parce qu'on a mis en ligne cette semaine un petit ORLM Express sur Sora 2, l'outil de générateur de vidéos par l'IA d'OpenAI. C'est juste bluffant une nouvelle fois et même un petit peu inquiétant, vous verrez. Alors, quid du mode nocturne? C'est le talon d'Achille ordinaire d'Apple et généralement Google s'en sort mieux d'année en année. On regarde, on a fait plusieurs clichés en mode nocturne dans des salles sombres ici, donc dans une salle où il y avait, comment dit-on, des switches Ethernet, des armoires informatiques. Alors bizarrement, l'image de l'iPhone pour une fois est plus claire, mais il y a un argument pour ça, je crois. Oui, c'est tout simplement parce que du côté de Google, on a beaucoup critiqué les années d'avant le fait qu'ils étaient peut-être un tout petit peu trop agressifs sur l'application du mode nocturne. C'est-à-dire qu'ils magnifiaient un peu trop. Voilà, ils mettaient un peu trop de lumière. Donc du coup, c'est en fonction de leur interprétation. Et pour eux, justement, ils pensent qu'ils ont assez de lumière pour pas lancer justement le mode vision nocturne sur le Pixel 10. Et c'est pour ça qu'on a une image qui est un peu plus sombre. Alors maintenant, je connais pas les armoires, donc je peux pas dire si c'est vrai ou pas. A priori, la personne qui a pris la photo n'est pas un grand fan de l'iPhone, puisqu'il a un Android, donc on peut penser qu'il ne veut pas avantager l'un. Il se reconnaîtra. Et il va pas avantager l'un plutôt que l'autre. Mais quand même. On a une autre photo, regarde, en mode son, peut-être qui est plus parlante et qui voit un petit peu mieux comment l'IA en arrière-plan travaille du côté du Pixel. Regardez comme le blanc de ce bureau ressort sur le Pixel par rapport à l'iPhone. Là, on voit véritablement qu'il y a eu un travail qui a été fait. Là, oui, si on était dans un environnement plus sombre, c'est clair que le mode vision nocturne du Pixel, assez connu pour être agressif et froid surtout, c'est-à-dire qu'il rajoute de la lumière, mais de la lumière froide. Donc, typiquement, par exemple, si vous vous retrouvez dans la rue un soir avec une lumière un peu jaune dans la rue, même si on utilise le vision nocturne, vous allez vous retrouver avec une lumière quasi blanche. Ouais. Donc, c'est un peu ce qu'on a là, et c'est peut-être ce qui donne ce résultat un peu plus réaliste côté iPhone que par côté contre, Pixel. on ne peut pas le faire parce que je l'improvise là en te parlant, mais si on zoome dans l'image, comme il y a un traitement très fort de l'IA, Tout à fait. Ça dégrade l'image. C'est-à-dire que si vous zoomez l'image de l'iPhone, elle reste honnête. Sur le Pixel, après voilà, ça devient vite c'est toujours la même chose entre dans l'univers de la photo, c'est-à-dire que tu as certains constructeurs qui vont privilégier de garder des détails. Donc dans ce cas, on va garder une certaine quantité de bruit numérique pour garder des détails. C'est vrai que d'autres vont se dire non, moi je préfère ne pas garder je veux pas garder de bruit numérique, et donc on va commencer à lisser de plus, et donc on perd des détails. Voilà, donc ça dépend vraiment de la philosophie de chacun. Alors pour l'instant, vous avez bien compris qu'on est un petit peu partagé, savoir qui est le meilleur. Là, c'est vraiment une affaire de goût en termes de rendu. Il y a un vrai avantage du côté de Google par l'IA, par le traitement IA, mais on peut penser que des mises à jour d'iOS arrivent et proposent les mêmes fonctionnalités, les mêmes traitements. Moi, j'ai adoré cette année le zoom x8, bien qu'il soit un peu décrié par Didier, notamment sur Mac Forever, parce que c'est pas un vrai zoom optique, mais moi, c'est ce qui manquait aujourd'hui pour nos prises de vue pro ici au studio. Tout à fait. Donc moi, j'aurais tendance à dire 2 jours, prenez un iPhone, de nuit, prenez peut-être un Google, voilà, en gros. Ce qu'on avait remarqué l'année dernière, et c'était vraiment pointé du doigt par les personnes qui avaient testé le Pixel 9, c'était une relative lenteur de prise de vue sur le Pixel 9 quand tu multipliais les photos, comme il y avait un traitement derrière.
tu pouvais de temps en temps louper une scène d'action parce qu'il était en train de traiter. Est-ce que tu as rencontré le même phénomène cette année? Alors, moi, je fais pas beaucoup de photos d'action, donc en toute honnêteté, je pense que j'ai pas rencontré ce type de problème. Les 2 smartphones, je les ai utilisés un peu comme Monsieur Tout le Monde dans la vie de tous les jours, et j'ai pas vraiment noté de soucis d'un côté ou de l'autre. C'est-à-dire que pour moi, ce sont, en toute honnêteté, 2 smartphones qui sont en photo excellents. C'est-à-dire que j'ai confiance quasiment à 100% sur chacun de ces 2 smartphones. Je peux le prendre pour aller au travail, faire des trucs avec, et je sais qu'ils ne vont pas me lâcher en cours de route. Alors qu'il y a d'autres smartphones venant d'autres constructeurs où j'ai quand même des doutes et que je suis obligé de vérifier ce qui se passe et je ne suis pas très sûr. Là, avec ces 2 smartphones, en vrai, on ne peut pas trop se planter. Maintenant, le côté buffering sur la partie Rafale, etc., ça peut se comprendre, puisque on sait que le Tensor G5 est moins puissant quand même que le A19, on va voir après. Et cette différence de traitement peut créer justement ce problème de buffering. Alors, tu en penses quoi des rendus des photos qu'on t'a fait? C'est difficile de les partager quand même. Hein. Ouais, c'est assez difficile. Et puis, je pense qu'il y a la maturité aussi des capteurs. Hein. Ni l'un ni l'autre ne fabrique les capteurs, même s'ils font beaucoup de traitements derrière. Moi, je note quand même que sur l'IA, j'attendais quand même un peu plus d'Apple, notamment, tu sais, sur cette fameuse gomme magique qui est sortie l'année dernière quand même, avec la première mouture d'IA, et qui, je pensais qu'ils auraient amélioré, parce que c'est vrai que sur Android, Google, tu peux enlever des scènes et ça marche relativement bien, notamment quelqu'un qui a des lunettes, tu peux enlever des lunettes, ou une main comme ça, tu enlèves la main et puis il reconstitue le corps, etc. Sur Apple, c'est quand même pénible. Voilà. Donc sur la photo, il y a quand même pas mal de petits outils qui simplifient la vie pour enlever les câbles, pour enlever des trucs. Et j'ai trouvé que j'ai pas trouvé d'amélioration. Et pour moi, ça participe, comme disait Anne, à la photo quelque part. Même si on trafique un petit peu, mais on est bien content d'avoir des photos pas trop mal. Il y a un truc aussi que j'ai toujours pas et que j'aimerais bien avoir sur la photo, c'est quand les gens, on les prend en photo, on a un mode live qui est sympa, mais il y a toujours quelqu'un qui a les yeux fermés, etc. On n'est pas synchro. Et quand tu sais que le live il prend plusieurs photos, j'aurais bien aimé quand même avoir une photo qui te propose une photo. Non, mais tout le monde a les yeux ouverts. Mais Google le fait. Ouais. Google le fait automatiquement. En fait, il y a vraiment que Apple qui est à la ramasse sur ce côté-là. Des trous dans la raquette. Ouais. Alors que Google le propose depuis un certain temps et ça marche très très bien. Qui gagne au registre de la photo, messieurs? Non, en vrai, moi, si je devais choisir, je choisirais de ne pas choisir. Parce que... pour moi, non. Je vais t'aider je vais te trouver une porte de sortie. Je sais que tu fais beaucoup de vidéos, évidemment. Évidemment. Par contre, au niveau de la vidéo, l'iPhone reste vraiment la référence. En photo, c'est kiff-kiff, mais en vidéo, il y a toujours un cran au-dessus. L'iPhone, depuis des générations, est vraiment un cran au-dessus, et cette année encore plus qu'avant. Alors, bizarrement, les specs du Google sont super, puisqu'ils filment en 8K, ce qui n'est pas le cas de l'iPhone qui reste en 4K. Par contre, ils ne gèrent pas l'éventail des formats pro qu'adorent les professionnels de l'image. Il y a le ProRes, le RAW ou le log, c'est ça? Le log. Et c'est un vrai bonheur. Non, mais c'est un peu le... Pour les vidéos classiques, c'est-à-dire que tu as besoin de faire quelques b-roll, par exemple, pour des vidéos ou des choses comme ça, le Pixel ne va pas poser de problème. Non. C'est de 6.4 en MP4. Voilà, tu le fais, ça le fait, et puis il n'y a aucun souci. Sauf que l'iPhone a amené un niveau. Moi, ce qui m'a le plus bluffé, c'était la stabilisation. La stabilisation en x8, remarquable. Elle est impressionnante. C'est-à-dire que tu zoomes en x8, tu dézoomes en x4 pour repasser en x1. Tu as une fluidité sur main tendue, bras tendu. Hein, oui, en plus à main levée. C'est-à-dire que j'ai pas de trépied ou quoi que ce soit. Toutes mes vidéos, elles sont comme ça, comme tout le monde, monsieur tout le monde, quoi. Et c'est juste bluffant, en fait. Donc si vous êtes créateur de contenu, que vous faites beaucoup de vidéos, on va mettre le point à l'iPhone. On n'a pas le choix. Mettre le point à l'iPhone. Oui, Fred. Un petit bémol quand même, parce que tu sais que j'aime bien le hardware. J'ai quand même regardé un petit peu ce qu'il y avait derrière. Le 8K, il filme pas en 8K, il filme en 4K. Il envoie ça sur les serveurs. Oui. Il extrapole. Non, en 8K. C'est de la triche. Et c'est pour ça qu'il te dit que ton film 8K, tu peux attendre plusieurs heures avant d'avoir le résultat. Donc, si tu veux, tu peux le faire avec des outils professionnels aussi. Donc, c'est là où il y a une petite. Je crois qu'il y a une petite astuce. Il fait pas du 8K natif. Hein. Voilà, juste pour. Bon, écoute.
De toute façon, c'est pas Mais qui filme en 8K? vérifier. Même nous, on 8K, filme pas en qui a des 8K. télévisions personne. 8K chez eux. Et puis en plus, je te dis pas de la poids difficile, c'est horrible. Ouais. Alors, c'est l'horreur. tu parlais de stabilisation, on a fait un petit face-à-face pour être complet. Regardez, on a descendu en mode selfie ou en mode voilà, avec notre ami Axel. À gauche, le Pixel 10, à droite, l'iPhone 17. Je trouve que l'image de l'iPhone 17 est un peu moins bonne. Mais par contre, je trouve la stabilisation meilleure. Ouais. Tout à fait. Ouais. Tu as tout dit. Alors, tu as également, sans me tromper, Oui. je ne sais pas si tu as vu ça, un mode IA en vidéo pour Google. Depuis 2 ans, ouais. Pour le booster, c'est le comment il s'appelle Vidéo Boost. Le Vidéo Boost. C'est Exactement. un mode, en gros, tu prends ta vidéo, tu dis que cette vidéo, je la kiffe et tout ça, et avant de la prendre, tu dis que la vidéo que je vais prendre. Je la kiffe. Ouais, je la C'est kiffe. Game One. Ouais, non, je suis comme ça, moi. Ouais, d'accord. Faut arrêter. Ouais. On oublie les cheveux blancs et tout. Tu n'en as pas. Mais non. Et puis surtout, tu as des Mais si, cheveux, j'en ai. Ça se T'as voit, des ça se cheveux. voit pas. T'as C'est la des cheveux, lumière. toi, accessoirement. j'ai des Ça va, Fred. Ne ramène pas, s'il te plaît. Pas toi. Donc oui, c'est en gros, tu prends ta vidéo et tu dis que cette vidéo, c'est une vidéo qui peut être en vidéo boost. Et en gros, dès que tu vas rentrer chez toi, cette vidéo va être uploadée sur les serveurs de Google. Donc c'est à distance. Voilà, c'est à distance. Ça va travailler cette vidéo et ça va te la renvoyer sur ton téléphone. Et tu te retrouves avec une vidéo de meilleure qualité, que ce soit au niveau du son, de l'image, etc. Voilà. Allez, vous l'aurez compris, au terme de ce chapitre à nouveau, final, un avantage quand même à l'iPhone au registre de la photo et surtout de la vidéo, même si Google tente de compenser avec des fonctions et de traitement d'IA vraiment novateurs. De manière générale, Google a enrichi son téléphone de tout azimut de fonctions IA avancées qui manquent aujourd'hui à l'iPhone. C'est encore le talent d'Achille d'Apple. Gros plan sur les fonctions d'IA. Et peut-être regarde une question Twitter. Comment les équipes de Cupertino n'ont-ils pas honte face au LLM embarqué de Google? Gemini est et demeure ce que aurait dû être le Siri version LLM. Avis sollicité d'Olivier Frigara, Stéphane Zbi et Laura. Eh ben, c'est Anne qui va y répondre dans ce prochain chapitre. Bon, même si Apple tente de faire diversion cette année en misant tout sur le design, on peut dire qu'au niveau de l'IA, Google domine largement. C'était un constat froid et sévère quelque part parce que si tu te souviens, ne serait-ce que lors de l'annonce des nouveaux iPhone 17, il n'y a pas eu un mot sur de l'IA. C'est quand même. On avait peur de se faire taper sur voilà, le doigt. on est en 2025. Apple Intelligence avait été annoncé donc en 2024, je crois, lors de la WWDC. Et depuis, on n'a pas grand-chose, quoi. Et les seuls trucs qu'on a, c'est des mèmes sur Internet qui se moquent de l'IA d'Apple. Et je trouve ça désolant quelque part pour une boîte comme Apple, parce que ça reste quand même la boîte, une des plus grosses sociétés tech. Qui reflète, l'innovation et tout ça, et ils sont tellement à la ramasse. Et c'est vrai que là, Google a pris une avance. Et alors, je pense qu'ils peuvent encore se rattraper. Et on n'est pas encore dans un état complètement critique, mais on commence à se rapprocher de plus en plus. Et je vois à chaque fois maintenant, la défense, c'est toujours la même. C'est-à-dire que, ouais, mais moi, je n'utilise pas trop d'IA, mais en fait, pas du tout, quoi. Alors, justement, parce que Google a l'intelligence, de son jeu de mots, de proposer des outils d'IA qui au quotidien, notamment dans la prise de photo, une fonction qui s'appelle Coach Photo et qui est vraiment juste une super idée. Hein. C'est une des meilleures idées du monde aussi. Non, c'est vrai, c'est une très très bonne idée de pouvoir juste te dire, tu es en train de prendre ta photo et là, avec l'IA, donc avec les milliers de photos qu'il a en mémoire, dire, ta photo, elle devrait être un peu plus décalée par la droite. Là, la règle des tiers, elle n'est pas respectée, donc tu devrais la respecter. Tu vas peut-être la zoomer en x2 ou dézoomer un peu parce que tu es trop proche. Cadre. Il fait ton cadre et il t'aide en fait à comprendre pourquoi ton cadre est pas bon. Et c'est ça qui est fou. C'est pas juste une suggestion de cadre comme le fait par exemple Samsung pendant les années d'avant. Sur les S23 et S24 Ultra, là sur Google, il te dit exactement pourquoi ton œil n'est pas positionné sur le deuxième tiers de la sur la règle des tiers par exemple, ou des choses comme ça. Et franchement, au bout d'un moment, quand tu connais en photo, tu t'en fous et tu désactives le truc. Mais quand tu t'y connais pas, tu es content de te dire j'ai une photo qui est un peu plus équilibrée. Comment l'IA simplifie la vie des débutants. Une autre fonction très sympa, 100% IA, c'est la fonction m'ajouter. Je ne sais pas si tu t'es amusé avec ça, mais c'est assez marrant aussi. Mais c'est génial. C'est un truc personne n'y a vraiment pensé, mais on se dit nous on veut se prendre en photo. Sauf que là, soit on se prend en selfie, sauf que on sait que les photos en selfie, il y a toujours le bras et c'est un peu déformé parce que c'est du grand angle. Et là, je voudrais me prendre en photo à côté de toi. Je te prends en photo. Je dis là il y a une fonction ajoute-moi. Toi tu viens, tu prends ma place.
as une sorte de ghost de toi, de fantôme d'Olivier qui reste là. Moi, je vais juste me poser à côté et après, à la fin, ils fusionnent les deux. C'est génial. Et ça fait une photo comme si quelqu'un nous avait pris en photo. Alors au-delà, bien sûr, le Pixel 10 Pro intègre Gemini, un assistant IA qui est bien plus puissant que Siri d'Apple et qui demeure un simple assistant vocal, Siri d'Apple. Tout à fait. Concrètement, tu l'utilises au quotidien aujourd'hui, Gemini? Dans mon métier, je commence à l'utiliser de plus en plus. Au début, j'avais encore quelques doutes, mais maintenant, je commence à l'utiliser pour de la traduction, pour vérifier ma grammaire, pour vérifier mon orthographe, pour enlever des petites choses dans les photos. Ça commence à devenir un outil un peu plus quotidien. Nous, par exemple, dans nos métiers de journaliste, on va faire beaucoup d'interviews, etc. Ouais. Et te rappelle-toi, à l'époque, où on devait réécouter toutes les interviews qu'on enregistrait et tout les écrire à la mano. C'est automatique, c'est voilà. magique. Maintenant, c'est fait automatiquement et ça te fait gagner un temps de malade, quoi. Et concrètement, aujourd'hui, donc à terme, on a l'impression que Google veut faire payer pour Gemini. Là, aujourd'hui, si je prends mon Pixel, j'ai une fonction de base, une fonction qui permet de faire des choses, pas besoin de mettre la main à la poche aujourd'hui? Non, justement. Alors déjà, il y a quand tu prends juste un Pixel 10, potentiellement, tu as quand même des fonctions de base. Donc, tout ce qui est transcription, tout ça, c'est intégré. Et pour ceux qui achètent des Pixel 10 Pro, là, donc celui-là, par exemple, Google ça fournit aussi 1 an d'abonnement à Gemini Pro, en fait. Donc, sachant quoi, ça correspond à 250 euros par an? 200, c'est une vingtaine d'euros par mois. C'est pas négligeable. Et il faut savoir aussi qu'en plus, Gemini est disponible sur iOS. C'est-à-dire qu'ils ont bien compris qu'ils ne peuvent pas juste s'imposer avec leur Pixel, ils s'imposent en étant partout, comme d'habitude. Donc on a vu en préambule de cette émission, Anne et Fred, que dans notre sondage, l'IA n'était pas un argument pour les plus aficionados de nos viewers de switcher du côté d'Android. Regarde cette réaction de Jean-Marc Ouvray, si tu veux la lire, s'il te plaît, sur Twitter. Sur X, Sur X, ouais. Le 17 Pro ou Pro Max est le meilleur iPhone. L'IA, on a tellement d'applis qu'il embarque et se surpassent les unes les autres chaque semaine. Pourquoi un focus sur le sujet? On sait qu'Apple est en retard, mais en fait non. Si on veut iOS et l'écosystème Apple, pas de Pixel 10. Ouais, qu'est-ce qu'il veut dire? C'est qu'il est toujours possible d'installer Gemini sur l'iPhone et puis tu l'as dit tout à l'heure, il y a ChatGPT. Il y a tous les outils qui sont là, mais là où ça, en fait, ce discours, je le comprends. Je peux comprendre que tu défends Apple et tu te dis, on n'en a pas besoin, tout simplement parce que les autres font l'effort de venir sur la plateforme. Et c'est vrai. Ouais. C'est vrai. Sauf que moi, je me dis que si je devais être Apple, je ne pourrais pas supporter qu'on me dise ça, en fait. Bien sûr. J'ai quand même les compétences et les ressources nécessaires pour être là. Pourquoi je ne suis pas là? Et pour moi, c'est ça le plus gros problème d'Apple. C'est pas tant que les fans ou les utilisateurs se disent on peut attendre, etc. Mais de se dire on est incapable de combler ce retard et qu'à un moment donné ou à un autre, ça va nous retomber dessus en mode double peine. Et tu l'as dit que tu commences à t'habituer à utiliser ces outils-là au quotidien de ton métier de journaliste. Fred, Stéphane nous le dit souvent, on commence à voir que les requêtes Google commencent à baisser parce que les gens utilisent de plus en plus ChatGPT comme un outil de recherche sur le web, notamment ça trie, donc ça fait gagner énormément de temps. Il ne divague pas, dirons-nous, s'il hallucine pas. Qu'est-ce que tu en penses de ce retard, encore une fois? Quel est ton sentiment? Cet argument de dire, après tout, j'installe ChatGPT, je travaille avec ChatGPT, mais le problème, c'est que tu t'habitues à un environnement, à un écosystème, et le risque, c'est que une fois que tu t'habitues à un outil, tu t'en sépares plus. Et même si Siri s'améliore dans 1 an ou 2, on aura pris l'habitude d'utiliser OpenAI au quotidien. Ouais, et puis, alors bien sûr, on peut contourner, etc. Ça, c'est pour ceux qui sont les plus geeks. Après, on touche quand même au cœur d'Apple, je trouve, et c'est quand même très humiliant. Alors, je sais bien que ils sont tous presque en EHPAD chez Apple. Mais j'exagère un peu, mais c'est vrai que quand tous sont plutôt âgés, ont de la bouteille, touchent des dizaines de millions de dollars, si vous voulez, ils sont plutôt conservateurs. C'est même des centaines en ce moment. Mais bon, voilà, et ils regardent plus derrière que devant, en gros. Donc, du coup, je pense pas l'âge de Sam Altman, on peut dire ça. Ouais. Donc, du coup, il loupe quand même pas mal de choses. J'ai pas l'impression qu'il y ait de vision. C'est pour ça qu'il y a aussi une façon de switcher d'un projet à un autre. On va faire des voitures parce que Elon Musk l'a fait, mais on arrive trop tard. Après, on va faire des lunettes, des casques parce qu'il y a Quest. Alors, mais après, je vais faire des lunettes parce que les autres, ils ont changé. Enfin, on a l'impression qu'ils
son suiveur. Et ça, c'est pas bon pour l'image globale d'Apple. C'est-à-dire qu'Apple est pas effectivement, même s'ils font des choses très bien encore, parce qu'ils ont de très bons ingénieurs, il manque de leadership, il manque de vision. Et c'est vrai que nous on s'adapte et donc on sait compenser. Néanmoins, c'est quand même une révolution en termes d'algorithmes, en termes de logiciels, mais aussi en termes d'interface homme-machine. Et ça, c'est quand même le cœur. On simplifie les choses. C'est le cœur. Et on voit, comme tu disais tout à l'heure, avec les HomePod, etc., qu'il y a plein d'objets qui peuvent pas sortir parce qu'ils n'ont pas de Siri et ils n'ont pas les algorithmes derrière ça. Et ça c'est un petit peu triste, donc il faudrait vraiment qu'ils se bougent les fesses. Mais c'est ce que je disais quand je passais à On refait le Mac, tu sais, pas Steve Jobs, mais Tim Cook disait on fait du machine learning. Pendant 2 ans, il a dit on fait du machine learning. Il n'avait pas compris qu'il y avait les LLM. Ouais. Il comprenait pas peut-être lui à son niveau la différence entre le machine learning qui est vraiment présent historiquement chez Apple depuis très longtemps. Il n'y a pas si longtemps au sein voilà, il se reconnaîtra. Je croisais quelqu'un d'Apple qui dit mais Olivier arrête avec l'IA, qui utilise l'IA aujourd'hui? Je dis mais tu es sérieux là? Tu vis sur quelle planète mon garçon? Il a peut-être touché trop de stock options, mais je l'adore donc il se reconnaîtra. Allez, au final, ce qu'on peut dire, c'est que très net avantage pour Google au registre de l'IA. De ce côté-là, Pixel est loin devant. Alors, c'est d'autant plus frustrant, et on va le voir à l'instant avec Fred, et dommage pour la pomme, parce que son téléphone se montre vraiment surpuissant, et donc a des vraiment facultés de calcul en IA par rapport à la concurrence. On fait un gros plan. Puissance, Apple brille sans transition. Regardez à ma gauche la puce A19 Pro d'Apple versus à ma droite la puce Tensor G5 de Google. G5, ça nous rappelle les bons vieux Power Mac d'antan, puisque l'appellation des puces auparavant était la même que celle de Google d'aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce qui se cache derrière ces appellations? Qu'est-ce que à implémenter en nombre de cœurs, en nombre de mémoire dans ces différentes puces, que ce soit Apple ou Google? Mon cher Fred, c'est ton moment. Merci. Alors, comme on le voit, déjà au niveau gravure, on est en 3 nanos de chaque côté. On sait qu'on est sur le 3e process côté Apple. J'ai pas réussi à avoir, mais on est du 3 nanos relativement récent. Et alors, pour la première fois, Google a changé de fournisseur. Ils sont passés de Samsung pour la gravure à TSMC, justement pour rattraper. Et la communauté a remarqué quand même qu'il y avait un boost sur le G5 par rapport au G4 qui était vraiment très faiblard par rapport au flagship. Donc, le G5 s'améliore cette année et c'est notamment grâce à TSMC en partie. Par contre, après, pour ce qui est des cœurs, notamment les CPU, on est toujours à 6 cœurs sur la 19, qui est très très puissant, contre effectivement 1 plus 5 plus 2. Donc on arrive à 8 cœurs, donc 2 cœurs de plus côté CPU. Par contre, vous voyez très vite que les fréquences, c'est pas du tout les mêmes. C'est-à-dire Apple peut se permettre, dans sa gestion et sa maturité, d'avoir des puces qui augmentent cette année. Elle passe de 4 Go à 4 Go 2 et 2,6 Go pour les puces, pour les cœurs économes, vous voyez. Côté mémoire, c'est plus rapide pour Apple. Le ray tracing au niveau GPU est en hardware chez Apple. Par contre, il n'est pas en hardware. Google n'a pas intégré donc ils ont un GPU peut-être un petit peu poussif, effectivement, pour la partie jeu. Et donc, effectivement, pour tout ce qui est ray tracing, ça sera plus sympa de jouer sur un iPhone. Et puis, je vous ai mis les scores Kinbench. Donc, vous voyez qu'on n'est pas du tout dans le même monde. En mono CPU, on est 69% plus rapide sur Apple. On est 57% plus rapide en multi-CPU. Pourtant, il n'y a que 6 cœurs par rapport aux 8 cœurs chez Apple. Et puis, Speedometer, qui évalue un petit peu le côté web, rapidité web, confirme qu'effectivement, il y a plus de réactivité sur tout ce qui est web sur la partie Apple. Et puis, je vous ai mis les scores GPU qui sont comparables, les applications qui sont comparables. Et on confirme effectivement que le GPU, mais c'est pas la volonté, je pense, de Google, d'avoir une puce vraiment pour le GPU, pour le jeu, même si ça fonctionne, mais on est aussi en deçà. Donc il y a quand même des progrès forts sur le Tensor G5. Ce qui est plus difficile de savoir, c'est sur la partie IA, parce qu'on peut pas. Je sais qu'ils sont assez forts sur la partie NPU, sur la partie TPU, comme on dit chez Google. Donc Neural Engine chez Apple, c'est difficile de comparer parce que les algorithmes ne sont pas les mêmes. Voilà, on n'a pas le même. Avant que tu nous rentres
tu rentres plus dans le détail sur la puce que tu as passé presque au microscope électronique. Tu as tout simplement, toi, en usage quotidien, ressenti une vraie différence avec l'arrivée de TSMC, une puce à 3 nanomètres cette année dans le Pixel par rapport à l'année dernière en termes de fluidité, en termes de réactivité, tout simplement au quotidien. Parce que les chiffres qu'on nous a donnés, on va revenir en détail sur les benches avec des slides. En productivité au quotidien, c'est pas forcément aussi frappant. C'est pas du tout frappant en fait. Quand tu utilises au quotidien le Pixel 10 Pro ou même le Pixel 10 et les autres, puisqu'ils sont tous avec le même Tensor G5, en termes de fluidité, en termes d'usage au quotidien, il n'y a aucun souci. Ça, tu fais vraiment pas la différence entre un Pixel 10 et un iPhone. Il y a vraiment que sur des applications vraiment très spécifiques et gourmandes, comme les jeux vidéo par exemple, où tu sens la différence de puissance. Il faut vraiment voir que Google le dit depuis le départ. Alors soit c'est parce qu'ils sont en retard et ils le savent et ils le disent, mais ils communiquent bien sur le fait qu'ils ne sont pas là pour aller concurrencer un Apple avec ses A18, 19 Pro, etc. Ou alors un Qualcomm avec ses Snapdragon 8 Elite, etc. Ils sont là, eux, pour proposer, et c'est là où on voit toute la puissance de ce que Apple propose depuis des années, la puissance de leur écosystème. C'est-à-dire qu'ils ont bien compris que le soft devait travailler en cohabitation entre guillemets avec le hardware, et donc le Tensor G5 est vraiment optimisé pour toutes les fonctions que Google souhaite mettre en avant, dont l'IA. Rapidement, Fred, tu as préparé une seconde slide. Qu'est-ce que tu as voulu nous montrer dans ces images cette fois-ci ? Oui, parce qu'ils ont été un petit peu rapides dans les annonces d'Apple. Là, je vous ai mis les photos des puces. Vraiment, ils enlèvent toute la couche, etc. Donc, on a récupéré ça sur Chipwise. Donc, j'ai récupéré ces images. D'un côté, à gauche, vous voyez, notamment en jaune, vous voyez les caches qui sont tout petits, c'est la 19. Ouais. Et là, vous voyez à droite des caches beaucoup plus gros, avec un cœur GPU supplémentaire, le numéro 6 que vous voyez. Donc c'est des puces qui sont très proches, mais qui... Donc à gauche, c'est la 19, à droite, c'est le Tensor. Voilà, c'est celui qui équipe la gamme non pro, et puis à droite, c'est la gamme pro. Alors, le cache, pourquoi ? Parce que effectivement, comme on disait, TSMC propose un troisième... pour Apple, un troisième niveau de gravure. Et dans ce niveau de gravure, pour tout ce qui est mémoire rapide interne, la mémoire, ce qu'on appelle la SRAM, vraiment la mémoire la plus rapide qui sert pour faire des caches, CPU, GPU, en fait, ils ont optimisé ces 6 transistors en fait, qui forment un bit. Ils ont optimisé cette configuration de transistors qui forment un bit pour qu'il soit un peu plus petit, un peu plus fin et qui consomme moins d'énergie. Et du coup, ils privilégient, ils ont sûrement informé Apple très très tôt d'augmenter les caches parce que du coup c'est beaucoup plus optimisé et on voit sur le Pro les caches ont vraiment doublé. On le voit sur la partie CPU en haut, les 2 cœurs performance, les 2 cœurs plus rapides, ils passent de 4 pour le non Pro à 8 et puis on le voit sur le cache aussi, alors pas le cache des cœurs économes, mais le cache SLC, c'est le cache qui sert à tout le monde un peu. CPU, GPU, Neural Engine. Et là aussi, ils ont doublé, on passe de 6 à 12, voire 16. Mais je pense que c'est 12, il y en a qui disent 16, mais je pense que c'est 12 à l'œil nu. Et du coup, le cache, pourquoi c'est utile ? Ça permet effectivement de ne pas aller chercher dans la RAM. Et donc, ça accélère la réactivité, etc. Et je pense qu'ils préparent aussi la partie IA qui va être très, très gourmande. C'est plutôt une bonne nouvelle, c'est-à-dire qu'au niveau hardware, ils sont sûrs que prêts. On sent que même qu'il y a une frustration, il y avait une rumeur récurrente comme quoi les gens du hardware étaient un peu furax en disant on vous a fait des super puces, mais il n'y a pas d'IA. Donc voilà, c'est prêt, c'est la bonne nouvelle. Qu'est-ce que ça donne en termes de bench, même si tu en as déjà parlé, on nous a fait quelques petits slides, notamment par le classique Geekbench, parce qu'on peut comparer qu'avec des outils qui existent sur les 2 plateformes. Donc on a comparé le mode Geekbench ici en CPU, et effectivement l'iPhone 17 Pro met une petite, regardez, une petite claque. Grosse claque même. Au Pixel 10, 3506 en monocœur, 8883 en multicœur. C'est plus rapide que l'iPhone 16 Pro, c'est nettement plus rapide que la Pixel 10 Pro qui est très loin derrière, sachant que l'iPhone 16 reste plus rapide que le Pixel 10. Donc c'est bon à savoir. Mais encore une fois, c'est de la calcul brut, c'est pas dans l'usage quotidien. Pour pouvoir comparer, je dirais un mode un peu plus... C'est pas que du GPU, mais le GPU compte beaucoup dans les tests de 3D Mark. C'est vraiment le test le plus ultime de 3D Mark en matière de
d'exploitation de ressources d'un téléphone. Le téléphone, il est bouillant hein, lorsque vous avez terminé, il dure 20 minutes. C'est le mode Wildlife Extreme Stress Test. Et regardez, une nouvelle fois, l'iPhone met une sacrée claque, mais alors là, il n'y a pas photo. Avec le Pixel 10, il y a un énorme écart de 2334 points entre les deux. Donc, voilà, alors, le taux de stabilité également est un peu meilleur, ce qui est normal. Et ça, on le doit certainement aussi au fait de ce que tu as insisté en préambule tout à l'heure, parce qu'on n'en a pas parlé avec Fred. Comment ils appellent ça, leur système de refroidissement, ils appellent ça comment? Le vapor chamber. Chambre à vapeur. La chambre à vapeur. Qui permet donc d'afficher une meilleure stabilité. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de faire du throttling, on peut maintenir et garder le plus chaud possible en fait ce processeur. C'est ça. Et une meilleure dissipation, effectivement. C'est ça, on peut résumer Fred. Il faut répartir en fait les processeurs, ça chauffe beaucoup. Vous savez, c'est un socle, donc il y a plusieurs unités, les GPU et tout ça. Et effectivement, dans les jeux, on fait tout travailler. On fait travailler le GPU, on fait travailler le CPU, etc. Donc plus vite je dégage la chaleur, plus mieux je me porte. Et la chambre à vapeur, elle va pas faire qu'il y ait moins de chaleur, elle va faire que ça va s'évacuer vraiment le plus vite possible. Et cette année en plus, la configuration, je sais pas si vous l'avez vu, la batterie prend toute la largeur. Ouais. La carte mère est vraiment sur le haut. Et là, pour le coup, Apple s'inspire de ce que fait le monde Android, parce que sur Android, souvent, les batteries prennent toute la largeur. Et jusqu'à présent, on avait une carte mère qui était plutôt en L, qui se mettait sur le côté. Donc, ça a plutôt bien marché cette année. L'iPhone est plus stable, il délivre plus de puissance, parce qu'il monte quand même à 4,26. Pour ceux qui ont connu les fréquences de PC, etc., on n'aurait jamais cru qu'ARM, avec des architectures ARM, on monte aussi haut. On tutoie les fréquences de PC. Hein. Bilan les amis, net avantage en registre des performances pour l'iPhone, hein, sans surprise, hein, c'est le cas depuis des années. On s'est intéressé, regardez rapidement, à la connectivité. Gros plan sur on voulait vraiment s'intéresser au Wi-Fi et à la performance de la puce N1, ce qui est une grosse nouveauté cette année, hein, la puce maison d'Apple pour le Wi-Fi et le Bluetooth, qui équipe l'iPhone 17 Pro. On a fait simplement des tests ici à la régie d'Electricity, puisqu'on a la chance d'avoir une fibre patate de chez Free Pro en 5 ou 10 gigas, je ne sais plus. Et avec des tests de speed test, il y a quand même une énorme différence. On n'a pas trop compris, mais il semblerait que l'ensemble des testeurs, je ne sais pas si tu vas nous confirmer, nous confirme qu'il y a quelques soucis avec le Wi-Fi du Pixel. En tout cas, en débit descendant, bizarrement, le Pixel est nettement en retard, regardez, par rapport à l'iPhone 17 Pro. Il y a un énorme retard, 638 mégabits par seconde, contre 1536. En ascendant, ce qui est important quand vous faites des vidéos, des TikTok et compagnie, ça marche plutôt bien et c'est équivalent. On est très loin du débit du Wi-Fi 7, hein, il faut le préciser. Mais tu as contesté également des petits soucis de Wi-Fi 7 sur le... Alors, moi, je n'ai pas testé toute la partie débit très précis comme ce qu'on a là. En revanche, effectivement, j'ai noté quelques fluctuations sur le Wi-Fi 7 que je n'avais pas avec les iPhones ou même un Samsung ou n'importe quel autre smartphone. Donc, je n'ai pas cherché non plus à les ajours logiciels, on peut ça. Voilà, donc alors, peut-être, effectivement, ou c'est peut-être lié à une série, je ne peux pas dire. Alors l'année dernière, le chapitre était gagné déjà par l'iPhone pour la performance pure, mais également au registre de la connectivité, parce que, même si ce n'était pas un faux degré l'année dernière en Wi-Fi 7, il avait une fonction magique que n'avaient pas les téléphones concurrents, c'était la possibilité d'envoyer des SMS par satellite. Google, c'est dur à dire, c'est presque un gros mot pour moi. Je vais me laver la bouche. Google réplique également cette année. Oui, on peut maintenant, effectivement, dès qu'on est connecté au réseau satellite, pouvoir envoyer des messages en WhatsApp, ce qui est quand même ultra pratique en vrai. Alors, ils annoncent non seulement pouvoir envoyer des messages, donc ça ligne sur Apple, hein, c'est le réseau Skylo pour le Exactement. C'est ça, mais également de pouvoir téléphoner, envoyer faire des appels vocaux et même des vidéos. Voilà, donc on n'a pas eu l'occasion de tester, on ne sait pas malheureusement. Si la fonction est disponible en Europe. Tenez-nous informés si vous avez un Pixel dans les commentaires, si vous avez réussi à le faire. Qu'est-ce que vous avez constaté maintenant pour conclure ce chapitre au registre de l'autonomie, parce que c'est bien d'augmenter la puissance de l'iPhone. Tu parlais d'augmentation de la batterie. Effectivement, elle est plus grande sur le 17 Pro. Elle passe à 4252 mAh cette année. Contre 4870 sur le Pixel 10, qui a quand même encore un petit avantage, sachant que nous on est un peu privé de la grosse batterie des versions américaines de l'iPhone 17 Pro, 100% ici, hein, puisqu'on gagne un petit peu de batterie en plus, 20% d'autonomie en plus quand même, hein, sur ce modèle. C'est pas négligeable. Hein. Qu'est-ce que tu as constaté entre les deux? Est-ce que c'est kiff-kiff encore une fois? Au quotidien, voilà, c'est très kiff-kiff. Sur les deux, en fait, en faisant un peu attention, on peut
facilement tirer sur les 2 jours d'autonomie. Donc là-dessus, moi, j'ai pas vraiment de choses. La seule différence vient encore une fois de la recherche filaire, que je trouve un chouïa lente sur les iPhones. Je me dis que historiquement, c'était toujours été le cas. Ça a toujours été le cas et malheureusement, ça l'est encore. Malgré le fait qu'il soit passé en 40 watts en filaire. Malgré le fait que ça soit passé en 40 watts. Même pour le Pixel, alors j'ai pas fait des mesures précises, mais souvent le Pixel 10 est fini, ça a fini de charger avant l'iPhone. Voilà. Donc pour moi, c'est la seule vraie différence. Est-ce que ça gêne au quotidien? Pas du tout. Est-ce que ça va faire une différence lors de l'achat? Pas du tout. Mais bon, voilà, c'est pour savoir. Donc vous avez bien compris qu'au terme de ces différents chapitres, et de ce chapitre en particulier, c'est encore un avantage pour l'iPhone, très net pour les performances en général, pas sur l'autonomie, ils sont à peu près équivalents. Il reste un argument, il s'agit bien sûr du prix. Doucement, mais sûrement, nous arrivons à la fin de cette émission. Regardez ce slide qu'on vous a préparé normalement avec les différents prix. Effectivement, le Pixel est beaucoup, mais alors beaucoup moins cher. Oui, il est quand même plus accessible. Je crois qu'il commence à partir de 128 Go, donc à 1099 €. Et alors que l'iPhone commence à 1329 en version 256. Et on a quand même une différence de 130 € sur le Pixel 10. Et 130 €, c'est pas négligeable quand même. Hein. Donc vraiment, Google a changé sa politique ces 2 dernières années, alors qu'il cassait les prix. On avait les Pixels à 500 € il y a 2 ou 3 ans. 500 €, c'était vraiment du haut de gamme, pas cher. C'était des rapports qualité-prix de malade mental. Et à perte, on peut le dire. Hein. Un tout petit peu. Donc, je pense qu'ils ont dû perdre justement. Et ils ont dit bon, on va peut-être revenir à un truc un peu plus. Comment dire, d'actualité. Mais je pense aussi que c'est une stratégie pour monter en gamme. C'est-à-dire que l'avantage d'avoir un prix qui correspond à un smartphone premium montre quelque part qu'on a un produit de qualité et pas juste une sorte... En fait, il n'y a pas de sous-entendu comme quand on essaie de faire des compromis quelque part. Là, c'est vraiment... on vous a mis tout ce qu'on pouvait, ça coûte ce prix-là, voilà, c'est comme ça. Donc là, il y a un vrai argument, en revanche, pour le prix, pour le Pixel, même si on y triche un peu parce qu'il n'y a que 128 Go, mais si vous prenez le haut de gamme à 1 Tera, la différence de prix va jusqu'à 240 €, voire 250 € en 112 Go. Voilà, donc, je sais pas, Fred, Apple a fait... On craignait en tout cas cette année, Fred, que les prix explosent en raison des droits de douane, des difficultés qu'il y a avec la production en Chine, qui obligerait Apple de délocaliser en Inde plus tôt. Et puis finalement, c'est plutôt une bonne surprise cette année, la tarification d'Apple, même si ça reste plus cher que la concurrence. Ouais, plutôt une bonne nouvelle parce qu'il faut le dire, hein, quand ça augmente, quand il y a des rumeurs, on n'est jamais super ravi. Après, je mettrai sur le tableau un petit bémol, c'est qu'on met pas le prix du 17, qui quand même, je parlais de ma fille, a rejoint quand même presque le Pro, dans le sens où tout ce qui était différenciant avec le Pro, l'écran a sauté, on a le même écran, on a l'Always On, on a une caméra face avant qui est de qualité aussi bien que sur les Pros, donc on se retrouve avec un Pro qui tutoie quand même les Pros, et donc quand on regarde le prix à 1099 pour le Pixel 10 Pro, on pourrait mettre, je veux dire, en concurrence avec le 17 tout court. Ouais, même si c'est pas un Pro. Même si tu as un capteur en moins, hein, on peut dire ça. Ouais, mais tu as un processeur par contre qui va l'exploser si tu veux. Ouais, voilà. Et en termes de durabilité, il faut au moins les applications IA pour faire exploser tout ça. Et on les a pas. C'est vrai. Mais par contre, on a un téléphone qui va être durable, effectivement. Vrai, et on va préserver, je dirais à mon collègue Anne, on va préserver son investissement. C'est important l'investissement. C'est-à-dire que dans 3 ans, mon 17, je vais le revendre. Mon Pixel Pro, il n'y aura personne pour me le racheter. Bien sûr que si. Il y aura des gens un peu moins chers, c'est tout. Allez, pour conclure, regardez une question d'oxitude officielle sur Twitter, plutôt une réaction. Vu que VoiceOver sur iOS, iPadOS, macOS tombe en ruine, beaucoup d'aveugles n'auront pas le choix d'ici quelques années si Apple continue sur cette voie. On sait qu'Apple a été très en amont de tout ce qui est prise en charge des handicaps en général. Tout à fait. Pour les personnes... pour toutes sortes d'handicaps, c'est vrai qu'ils sont un peu moins en pointe ces derniers temps, et Android suit le même chemin et développe des choses. Allez, j'ai bon espoir que ça continue à l'avenir. Alors, c'est difficile de vous demander lequel vous allez choisir,
Mais moi, je suis désolé, mais en prenant du recul et en dehors de l'aspect prix, parce que c'est quand même un aspect important, sachant que le prix qu'on a donné, c'est des prix sans promo, parce que Google, ils font des promos à l'occasion des fêtes. Bien sûr. Ce qui ne sera pas le cas de l'iPhone 17 Pro, parce qu'il est simplement impossible de l'acheter aujourd'hui, notamment en couleur orange, si vous voulez une grosse capacité de stockage. Je le vends pas cher. Ouais, je le vends pas cher. Ou tu le revends pas cher. Je le revends. Mais encore une fois, cette année, on peut penser qu'au terme de ce face-à-face, c'est l'iPhone qui gagne. Allez. C'est juste parce que je suis dans cette émission. Hein, ouais, ça restera entre nous. Hein. Les gens de Google pour moi, en fait, pour moi, en vrai, il n'y a pas de gagnant. C'est une question de façon, en fait, quand tu vas choisir, tu sais déjà si tu es iOS ou Android et tout ça. Et moi, la seule conclusion que je donne souvent dans ce genre de match, c'est surtout que quel que soit le smartphone que tu vas choisir, tu ne peux pas vraiment être déçu. Donc, tu sais déjà plus ou moins ce que toi tu veux, si tu as envie de rester sur Android, si tu as envie de rester sur iOS. Ouais, après, c'est une histoire d'écosystème. Ouais. Exactement. Tu valides, Fred, pour conclure? Avec une petite préférence quand même pour l'iPhone. Tout assez naturel. Avec une préférence pour l'iPhone. Allez, un mot pour conclure au sujet de notre sponsor Asus qui vous propose une super gamme de routeurs Wi-Fi 7. Avantage de la gamme Zen Wi-Fi d'Asus, les performances exceptionnelles du Wi-Fi 7 en proposant un débit jusqu'à 25 000 mégabits par seconde pour les versions quadriband. La possibilité de connecter, on vous l'a dit, un smartphone sur la prise USB pour disposer et partager d'une ligne 5G de secours en cas de coupure de la fibre Internet. Un antivirus inclus et un contrôle parental gratuit à vie et exclusif à Asus, une couverture mesh qui autorise à découpler n'importe quel modèle de la gamme Zen Wi-Fi en fonction de vos besoins et de pouvoir l'élargir à loisir. La couverture chez vous à la maison. Pour ce faire, Asus vous propose une large gamme de routeurs en fonction de la taille de votre domicile. On commence par l'entrée de gamme, l'Asus Zen Wi-Fi BD4 équipé d'un routeur. Vous avez l'Asus Zen Wi-Fi BQ16 Wi-Fi 7 assurant une couverture de 235 mètres carrés jusqu'au pack avec 2 routeurs avec une super couverture jusqu'à 743 mètres carrés, sans oublier une version extérieure, le Zen Wi-Fi BD4 Outdoor dont l'alimentation électrique se fait via un simple câble Ethernet via un switch compatible PoE. Sachez que vous pouvez gagner un routeur Zen Wi-Fi ou encore un ZenBook 14 OLED. Bien sûr, il y a plusieurs modèles à gagner en participant au grand concours mondial et gratuit organisé par Asus. Pour participer, c'est très simple et vous inscrire. Cliquez dans le lien dans la description de la vidéo, juste en dessous de cette vidéo ou dans les commentaires. Vous pouvez également flasher le QR code à l'écran. Merci à Asus de soutenir ORLM. Allez, on passe à vos coups de cœur. Anne, ton coup de cœur, tu le portes depuis le début de cette émission. Elles sont très discrètes. Elles sont complètement discrètes. Et en fait, je te l'ai pas dit, mais je regarde un film depuis tout à l'heure parce que... T'en avais marre. Non, voilà. Ce sont les Meta Ray-Ban Display. Donc, c'est la 3e génération de lunettes connectées faite par Meta en collaboration avec Ray-Ban. Et la nouvelle fonctionnalité qui fait sensation, en fait, j'ai un écran qui s'affiche en même temps. Donc, c'est un écran qui est déporté. Donc, c'est pas encore de la réalité augmentée comme on le sait, mais c'est là vraiment la première étape d'avoir un écran qui est en superposition, un peu comme il y a un affichage de tête haute dans une voiture. Et bien là, je l'ai justement sur mes lunettes. Donc, par exemple, j'ai mes notifications, je peux appeler, je peux regarder mon flux Instagram, mes messages WhatsApp, forcément puisqu'on est sur des méta, donc tout est lié un peu à ce que propose Meta. Il y a une application de cartographie. Donc par exemple, si j'ai besoin de m'orienter, j'ai pas besoin de sortir mon smartphone. Pour les notifications, j'ai plus besoin de faire ça avec ma montre, j'ai pas besoin de sortir mon smartphone non plus. Je trouve ça super pratique en vrai. Et c'est un peu super discret. Je m'attendais à ce que ça soit un petit peu visible. On le devine un petit peu l'écran parce qu'on a un éclairage de folie ici. Et la monture est un peu épaisse en vrai. Ouais, mais enfin ça va. Voilà. Par rapport à mes lunettes qui sont des lunettes de vue, ça me choque pas. Bien au contraire, c'est plutôt à la mode. Donc voilà. Donc pour l'instant, c'est encore disponible qu'aux US. Donc ça arrivera en France normalement début 2026, mais en attendant, je trouve ça génial, moi. Autour des $700, c'est ça aujourd'hui? Autour des $800. $800, voilà. Ouais, c'est quand même moins cher que le Vision Pro. Hein, ouais, oui. Qu'est-ce qui est plus cher que le Vision Pro? Oui, je suis d'accord avec toi. Un Mac Pro peut-être. Peut-être. Et encore. Et la question, c'est que oui, on peut mettre des verres de correction si un jour je veux l'équiper. Exactement. Alors, pour les Meta Ray-Ban, pour les Ray-Ban Meta, donc les versions où il n'y a pas le petit écran, on peut mettre n'importe quel verre de correction. Et pour les Meta Ray-Ban Display, donc ils ont inversé le truc, c'est hyper pas clair en fait en vrai, sur les Meta Ray-Ban Display, on peut mettre des verres correcteurs, mais avec plus ou moins 4 dioptries, parce que ça dépend de la technologie et de l'épaisseur du verre. Si tu es un miro comme moi, tu auras du mal. Donc là, tu peux me filmer.
Exactement. Tu as le retour vidéo dans l'écran. Et Tu veux j'ai le un faire retour- comme ça, on le mettra au montage. Ouais. Vas-y. Hop, voilà. Attends une seconde. Voilà, là tu me filmes et tu peux cadrer, c'est ça la principale idée, Voilà. grâce à cet écran. Exactement. Là, je peux faire afficher l'écran comme ça. Ouais. Parce que, en fait, ça se contrôle aussi avec un bracelet qui détecte les muscles, etc. Et là, du coup, bah, là, hop, voilà. Là, je te filme et je t'enverrai la vidéo tout à l'heure. Super, on le mettra au montage. Merci Yann. Donc côté Fred, ça fait rêver quand même hein, ces lunettes, moi qui porte des lunettes jour et nuit. Quel est ton coup de cœur cette semaine? Alors moi je pensais à nos auditeurs, à nos followers, parce que je cherchais ça pour moi, pour mon nouvel iPhone. Je voulais une petite batterie qui s'appelle la Portantum, elle vaut 30 €. Et je voulais qu'elle fasse un petit peu tout, c'est-à-dire qu'effectivement, elle a un truc qui est sympa, c'est qu'elle a des câbles qui sont déjà intégrés en USB-C et Lightning même, qu'on peut qu'on peut clipser, tu vois, à l'arrière. Donc, j'ai pas besoin de me trimpaller les câbles, donc c'est très bien pour un nomade. Elle est MagSafe, donc je peux rajouter effectivement mon iPhone et elle a un petit pied, ce qui est quand même sympa au bureau quand on veut la recharger et puis avoir un pied pour être en mode paysage, etc. Mais en plus, elle peut recharger mes AirPods et mon Apple Watch parce qu'il y a ce qu'il faut au centre. Et ça, c'est rare de trouver quelque chose de 10 000 ampères, pas trop gros, qui se met dans une poche, avec un pied, qui recharge tous les appareils et en plus des câbles intégrés. Ouais. Lightning et USB-C. Donc j'ai trouvé que pour 30 €, honnêtement, c'est pas cher. C'est pas cher, hein. Voilà, c'est un petit cadeau. Alors moi, ça fait moins rêver que les lunettes de Anne, mais c'est un produit que j'aime beaucoup. C'est un clavier, c'est le dernier clavier de chez Logitech. Il s'agit du Slim Solar Plus. C'est le dernier clavier sans fil étendu Logitech, une version 100% solaire. Nul besoin de recharger ses batteries intégrées. Il utilise la lumière de n'importe quelle source pour rester chargé et prêt à l'emploi dans l'autonomie peut aller jusqu'à 4 mois, s'il vous plaît. Le constructeur suisse s'était déjà essayé au concept du solaire il y a quelques années, même une bonne dizaine d'années, souvenez-vous. Il n'y avait pas eu de successeur, elle est enfin arrivée. C'est une version vraiment plus compacte et fine, hein, un peu comme le clavier d'Apple aujourd'hui, mais avec des panneaux solaires très discrets. Désormais, c'est Bluetooth, il est compatible multi-OS, donc vous pouvez le piloter jusqu'à 3 appareils, un Mac, un iPad ou encore un PC, personne n'est parfait. On aime les touches programmables pour lancer une app comme ChatGPT par exemple. Ça s'appelle le Slim Solar Plus de Logitech et son prix 109 €. Voilà, nous sommes arrivés au terme de ce 564e épisode de Refait le Mac. Merci de l'avoir suivi. Merci Anne, merci Fred de vous être rendu disponible et nous avons fait l'étalage de toute votre science autour des puces et des smartphones. Vous revenez dans l'émission quand vous voulez. C'est gentil, merci beaucoup. Merci. Et merci de votre côté derrière les écrans pour votre fidélité. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. On va voir si on peut vous parler tout de suite des nouveautés d'Apple en fonction de leur disponibilité. Et pour être prévenu en temps réel de la mise en ligne de l'émission, je vous invite à vous abonner bien sûr à notre chaîne en cliquant sur le petit bouton. Et n'oubliez pas, le petit pouce, ça fait toujours plaisir. Merci encore pour votre fidélité. Et à la semaine prochaine. Salut.